Bonjour à tous, bienvenue dans cette 18e édition des Vinitiques. En quoi les startups de la WineTech peuvent aider le marché du vin. Juste un petit mot pour vous expliquer ce que sont les Vinitiques. 18e édition cette année, donc issue de 9 ans de collaboration entre deux technopoles et incubateurs pépinières que sont la technopole de Bordeaux-Montesquieu et de Bordeaux Vinitech, et également en collaboration avec deux pôles consacrés à l'innovation. Le premier, innovation dans le vin, qui s'appelle Innovin, et le deuxième, innovation dans le secteur digital, qui s'appelle Digital Aquitaine, dont je suis directeur adjoint. Un petit mot d'introduction technique pour nos participants. Donc, vous êtes sur une plateforme qui fonctionne, qui est optimisée pour deux types de navigateurs, Chrome et Mozilla. Vous verrez par la suite que vous avez accès au chat. Nous vous informons que ce chat est plutôt réservé à la résolution des bugs techniques. Nous verrons par la suite qu'il y a deux onglets pour poser des questions et voir les participants. Cette session donc, ne sera pas possible de télécharger les présentations. En revanche, vous pourrez accéder sur le site des Vinitiques et sur le site des partenaires que je viens de citer à un replay, sous réserve bien sûr que l'ensemble des supports des intervenants soient validés pour cette rediffusion. Dernier point technique, comme je viens de vous le dire, pour des raisons de confort, nous vous invitons à couper les notifications par le biais du petit onglet qui est la cloche, ici, en haut à droite de votre écran. C'est valable également pour nos intervenants, de façon à éviter la perturbation de leur intervention. Ensuite, vous avez sur la partie droite un chat et surtout un onglet pour vous poser vos questions, voir les questions qui sont posées, éventuellement les liker ou faire en sorte qu'elles remontent dans le scoring. Avant de rentrer dans le vif du sujet, juste un petit mot pour vous dire que cette plateforme est une plateforme qui s'appelle Livestorm, qui est opérée par, que nous opérons et que nous mettons à disposition de nos membres, donc à bon entendeur si vous avez un intérêt pour cela. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. La 18e édition des Vinitiques, donc on sera consacré bien sûr aux startups avec un invité de marque, Laurent David, fondateur de WineTech, à qui je vais passer la parole et qui du coup introduira cette 18e édition des Vinitiques. Laurent, à vous la parole, et nous entendrons juste après Gilles, directeur d'Innovin, qui fera l'introduction de toutes les interventions et passera la parole pour les questions et les réponses. Merci Vincent. À vous, Laurent. Bonjour à tous. Merci, bonjour à tous. Merci Vincent, merci à Digital Aquitaine et à Innovin de nous avoir conviés à ce très très bel événement. Aujourd'hui, donc, c'est le tour de la WineTech. La WineTech, dont je suis le président de cette association, qui est à la fois jeune et à la fois ancienne. Elle a démarré en 2014 avec des startups qui spontanément travaillaient dans le vin et se sont réunis autour de cette même bannière. Et puis, elle a grandi, elle a beaucoup grandi jusqu'en 2019 où elle s'est dit qu'il fallait passer, devenir professionnelle, changer de catégorie et l'association en tant que telle a été créée, que je préside depuis. Donc aujourd'hui, nous sommes 50 startups réparties partout sur le territoire français. De très nombreuses sont dans la région Aquitaine, et c'est bien normal. Mais il y en a aussi à Paris, il y en a aussi quelques-unes qui commencent à nous rejoindre depuis l'étranger. Donc la WineTech, c'est quoi? C'est l'association des startups qui innovent dans le vin. Une forte orientation digitale nous anime tous. Un fort accent aujourd'hui aussi est mis sur l'aval de la filière, toutes les parties commercialisation, et on est en train aussi d'avoir de plus en plus de membres qui nous rejoignent sur la partie amont, la partie production, la partie gestion de propriété, les robots, les drones et tout ce qu'on peut trouver à ce niveau-là. Donc 50 startups à date, 3-4 nous rejoignent tous les mois, nous sommes très sélectifs. On souhaite avoir des projets qui soient déjà avancés, des startups qui ne soient pas uniquement sur papier, qui ont déjà un produit à commercialiser, des équipes qui innovent, et un financement qui a déjà été en tout cas fait pour un premier cycle. Et donc, ça représente aujourd'hui 300 personnes, c'est 50 startups, plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est déjà la taille d'une belle ETI, une belle PME qui fonctionne très bien. Et comme toute startup qui se respecte, elles sont donc la plupart en levée de fonds. Et c'est une opportunité d'investissement pour nos investisseurs d'environ 25 millions d'euros sur les 18 mois à venir.
Donc voilà la WineTech. Ce sont des jeunes entrepreneurs doués, passionnés, qui travaillent 24 heures sur 24 comme tous les vignerons et qui ont une envie folle de pouvoir distribuer, faire connaître leurs produits. Et je pense que c'est ce qui va se passer avec une sélection d'entre eux dans les minutes qui suivent. Et en tout cas, encore une fois, merci pour votre invitation. Et maintenant, la place aux vrais acteurs, donc aux acteurs de la filière. Gilles, je pense que c'est important aussi que toi, tu puisses nous présenter Innovin, qui nous accueille aussi aujourd'hui. Et je te passe le micro. Merci Laurent, merci pour cette courte introduction. Je ne serai pas très long, je ne vais pas parler d'Innovin, le cluster de la filière vitivinicole en Nouvelle-Aquitaine, ce n'est pas le lieu. Je voulais juste lancer cette session des Vinitiques et cette 18e édition, et notamment insister aussi sur cette collaboration, en tout cas sur le partenariat avec la WineTech pour cette édition. L'objectif des Vinitiques, c'est de rapprocher le monde du digital et le monde du vin depuis maintenant 9 ans. Et évidemment, un certain nombre de startups de la WineTech sont déjà intervenus. Mais aujourd'hui, l'idée, c'était de se dire, dans un contexte évidemment assez particulier sur le marché des vins, Jean-Marie va y revenir dans quelques instants, dans une situation, alors j'allais dire post-Covid, mais pas post-Covid, on est en plein dedans. En quoi ces startups de la WineTech, ces startups innovantes, ces startups agiles peuvent aider le marché du vin, alors si ce n'est à se réinventer, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas à innover, à proposer des offres différentes, des services différents, une autre manière peut-être de proposer le vin, de le commercialiser. Et alors évidemment, il faudrait passer une après-midi pour explorer toutes les possibilités offertes par les startups de la WineTech. On en a sélectionné quelques-unes qui sont membres de la WineTech, sont membres également d'Innovin ou de Digital Aquitaine, et c'est elle qu'on va vous présenter maintenant. Voilà. En guise d'introduction, plus sur le marché du vin, sa situation actuelle et l'impact du Covid sur le marché du vin, on voulait laisser la parole à un scientifique, à un chercheur, à un économiste, j'allais dire renommé, mais oui, on peut le dire, renommé dans le monde du vin, c'est Jean-Marie Cardeba, qui en plus étudie particulièrement à travers peut-être une étude dont il vous parlera, les nouveaux modes de consommation sous l'angle de la crise du Covid. Voilà. Donc je ne serai pas plus long, je laisse la parole à Jean-Marie et puis on prendra les questions au fur et à mesure des interventions, après les interventions, en essayant d'être court et précis, puisqu'on veut respecter le timing et finir à 16h. Voilà, Jean-Marie, je te passe la parole. Bonjour à tous, merci, désolé pour ce petit couac. Je remerciais plus particulièrement Gilles qui a fait cette introduction où ça avait l'air de l'embêter un petit peu, mais où il a quand même tenu des propos amicaux sur moi. Je suis ravi de présenter aujourd'hui cette introduction au Vinitique. Comme l'a dit Laurent David, il va y avoir des vrais acteurs ensuite, ceux vraiment des startups qui aident les viticulteurs aujourd'hui dans une période qui est délicate, et j'y reviendrai. Mais ce que l'on m'a demandé, c'est de présenter un nouveau mode de consommation. Alors, il y a deux façons de le faire, hein. Une des façons de le faire, et c'est celle que je vais utiliser, est une façon, somme toute, relativement académique, et je veux dire par là, je vais prendre beaucoup de profondeur historique. On va essayer de regarder les évolutions de long terme, qui sont celles qui m'intéressent, qui sont celles qui nous intéressent d'ailleurs dans la chaire INSEC sur les vins et spiritueux que je dirige. Et ça fait écho à un travail que l'on a lancé justement sur les nouvelles tendances sur le marché du vin. Alors, je vais essayer de synthétiser ces tendances en 4 grandes questions. Des questions basiques qui vont s'inscrire finalement dans une analyse des tendances passées sur plusieurs décennies. Je vais poser les 4 questions très simples, disais-je. Qui achète? On achète quoi? Comment on achète et où achète-t-on? Ça, c'est pour moi une seule et même question. Et enfin, pourquoi on achète? Et c'est là que les technologies interviennent beaucoup finalement depuis quelques années. Alors, première question, qui achète? Si vous regardez les évolutions de la sociologie du consommateur mondial de vin, il y a une rupture assez nette finalement entre ce qui se passait au XXe siècle et ce qui se passe au XXIe siècle. Donc, ça fait 2 décennies qu'on a des évolutions assez majeures. Il y a déjà une première évolution, moi, qui m'a beaucoup intéressé, c'est le rapport à la distance qu'ont les consommateurs de vin. On consommait avant des vins locaux, essentiellement des vins locaux, alors qu'aujourd'hui, véritablement, on a une consommation de
vin qui s'est considérablement élargi d'un point de vue géographique. On consomme des vins du monde entier, même si on trouve toujours un biais local, et ça aussi, j'y reviendrai. Je pense que sur le profil type du consommateur de vin, je ne vais pas vous apprendre grand-chose en vous disant qu'il est beaucoup moins européen et aujourd'hui beaucoup plus américain et chinois, qu'il est moins âgé également, c'est largement rajeuni, qu'il est moins masculin, il y a une féminisation assez nette de la consommation de vin également, ce qui a pu bénéficier à certains types de vins d'ailleurs, je pense notamment au vin blanc. En termes de classe sociale, c'est beaucoup plus mélangé que ça ne l'était, où avant, notamment si on regardait les pays traditionnels comme la France, on avait une consommation des classes populaires et de l'élite pour les grands crus. Ça a bien évolué. On a certes toujours un biais vers les CSP+, mais il y a une différenciation sociale de la consommation qui s'est largement accrue. Sur les types de vins, on retrouvait la dichotomie sociale au niveau de la consommation des vins, avec des vins basiques d'un côté, sur des conditionnements très rudimentaires et en vrac la plupart du temps. Et puis, à l'autre bout de l'échelle, on avait évidemment les vins fins, les grands crus. Aujourd'hui, on a plus une consommation sur des vins cœur de gamme, moyen de gamme, je dirais, mais très différenciés, avec une forte recherche de la variété de la part des consommateurs. La fréquence de la consommation qui était plutôt élevée, voire quotidienne au XXe siècle, est devenue beaucoup plus occasionnelle, avec des occasions justement comme les fêtes, comme les réunions familiales, etc. Donc tout ça, vous le savez, je crois qu'il y a un autre changement qui est peut-être moins commun à énoncer, c'est celui de l'information sur le vin. On était relativement peu informés la plupart du temps lorsqu'on était consommateur de vin au XXe siècle. Alors il y avait déjà certes des journaux, certes des revues qui existait, la plus ancienne étant la Revue du vin de France. Il y avait une élite qui était plutôt connaisseur de vin, mais je crois que ce qu'a permis la technologie ces dernières années, c'est justement d'offrir une information beaucoup plus importante, beaucoup plus pointue, beaucoup plus complète aux consommateurs, avec les applications smartphone notamment, puis avec la multiplication des ratings, notamment les ratings par les pairs, donc les évaluations du vin par les pairs, par les autres consommateurs, comme dans d'autres secteurs. On pense bien sûr, on pense à ce qui s'est fait à Airbnb, on pense je vais pas trouver la principale, à TripAdvisor, ça y est, j'ai trouvé. Donc voilà, il y a ce rating sous forme d'étoiles qui s'est mis en place et j'y reviendrai là également. Sur qu'est-ce qu'on achète? On achète quoi? Alors là, une tendance facile, mais tellement vraie sur la dernière décennie et qui, de mon point de vue, va encore s'accentuer sur la prochaine décennie, c'est qu'on achète des vins qui ont une dimension environnementale plus marquée. On va acheter du bio, mais au-delà du nature, du biodynamique, etc. On va acheter du local, on va acheter de la proximité, si je puis dire, dans le sens où on va acheter un lien plus direct avec le producteur, avec le vigneron. Alors attention, ça ne veut pas dire non plus uniquement de la proximité physique, ça ne veut pas dire de la distance raccourcie, c'est aussi la notion de club, c'est-à-dire qu'on veut avoir une proximité au sens presque psychologique avec le producteur. On veut connaître son travail, on veut le connaître. Il y a la notion de storytelling qui va intervenir ici. Donc, l'effet de club est devenu quelque chose de très prégnant aujourd'hui sur le marché du vin. Enfin, sur les grandes tendances de consommation, et là, effectivement, je ne vais pas prendre les dernières stats d'IRI ou d'organismes de ce type pour éplucher les ventes des dernières semaines, mais il y a des tendances assez lourdes que vous connaissez, c'est des changements de couleur, on consomme moins de rouge, et j'ai envie de dire, on consomme plus de tout le reste, en fait. Notamment, on consomme plus de blanc. Le rosé a une forte dynamique aujourd'hui et les bulles, les effervescents de toute nature, on pense évidemment au Prosecco, mais pas seulement, la Champagne aussi, même si elle traverse une période difficile aujourd'hui, a beaucoup bénéficié de cet engouement pour les bulles. On est là dans des marchés qui s'accroissent au détriment peut-être de celui du vin rouge. Et enfin, qu'est-ce qu'on achète? On achète des choses différentes, on achète de la diversité beaucoup plus qu'auparavant. Dans le comment et le où, c'est ma troisième question, on a une diversité des canaux et des modes de consommation qui s'est affirmée. Elle va avec justement une consommation plus occasionnelle, avec une recherche de diversité. Donc forcément, on va aller chercher des canaux de distribution qui sont parfois un petit peu différents. On va aller plus chez le producteur également. On va aller plus sur le e-commerce et pas simplement depuis qu'il y a le Covid. Et on a des modes de consommation donc qui accompagnent ces nouveaux canaux de distribution.
une des tendances marquantes de ces dernières années et qui, de mon point de vue, de notre point de vue, dans le cadre de la Sharing Sec vin et spiritueux, devrait s'affirmer, c'est véritablement l'érosion des intermédiaires, et la montée du digital n'est qu'un pan, si vous voulez, explicatif de cette érosion des intermédiaires, mais je crois que le marché du vin est quand même très fortement marqué par l'importance des intermédiaires. C'est quelque chose qui, en toute logique et en faisant un comparatif par rapport à de nombreux autres secteurs, c'est quelque chose qui devrait petit à petit, au fil du temps, et sans doute avec une accélération liée au Covid pour le coup, qui devrait donc continuer à s'éroder, de moins en moins d'intermédiaires, et un impératif aujourd'hui d'ailleurs de réduire ces intermédiaires pour les producteurs, puisqu'on a vu que les intermédiaires pouvaient faire défaut, on le voit avec cette crise qui est tout à fait exceptionnelle, mais au mieux, les intermédiaires prennent de la marge, au pire, ils ne sont plus capables de vendre votre vin. Donc, il y a un impératif de DTC. Alors, de DTC, vous connaissez, c'est le direct to consumer, c'est-à-dire toucher directement le client final pour le producteur. Donc ça, sur le comment et où acheter, comment et où consommer, il va y avoir des changements majeurs, très certainement, sur la décennie qui s'ouvre. Enfin, la dernière question, c'est pourquoi on achète. Et là, je vais peut-être ralentir un tout petit peu le rythme parce qu'on rentre au cœur de la problématique qui va nous accompagner aujourd'hui sur les startups et comment elles peuvent aider le secteur du vin à se réinventer. L'impact de la technologie, il va être extrêmement prégnant parce que grâce à la technologie, on a plus confiance d'une part et on a plus de choix. Alors, ces deux questions, je vais les développer un petit peu. On a plus confiance, pourquoi? Tout simplement parce que on se rend compte que la technologie permet d'avoir une évaluation des vins par les autres consommateurs. On est moins tenu aux propos des experts, on est moins tenu aux propos des journalistes, des grands gourous comme Robert Parker naguère, et on va pouvoir assez instantanément, avec son smartphone par exemple, avoir justement ces ratings. Ça donne confiance et ça permet d'acheter en réduisant ces asymétries d'informations sur la qualité que l'on ne connaît pas en amont. Ça permet du coup d'acheter plus. Donc, je pense que si l'on achète aujourd'hui des vins qui soient plus variés, c'est aussi parce que justement, on a cette confiance qui est un petit peu rétablie grâce au rating. Et autant Robert Parker, finalement, consommait énormément de vin, sans doute, mais ne ratait qu'une partie infime du marché, autant effectivement avec des applications que je ne citerai pas ici, mais avec le système des étoiles, on touche un beaucoup plus large panel de vins, les vins que vous pouvez trouver chez votre caviste, dans votre canal de distribution préféré. Donc la prescription a profondément changé, la prescription du vin a profondément changé avec cette démultiplication des vins notés et cette confiance supérieure dans la foule par rapport aux experts, parce qu'on préfère finalement, et ça des études très récentes le montrent, on préfère se fier à 1000 avis, même si on ne connaît pas personnellement et on ne connaît pas notamment le niveau de connaissance sur le vin des gens qui ont noté, mais on préfère psychologiquement se référer à 1000 avis de gens qu'on ne connaît pas plutôt qu'à un seul avis d'un expert qui n'a pas forcément les mêmes goûts que nous. Alors, Internet, ensuite, facilite l'accès au vin, donc ça démultiplie les choix. Donc, évidemment, ce sont les ventes digitales. On peut avoir accès à tout un tas de sites et acheter du vin un petit peu partout. C'est plus facile d'acheter donc une vaste variété de vins. Et puis, on a une communication sur les réseaux sociaux de la part de certains vignerons, de la part de certains marchands qui font qu'ils se font connaître, ils communiquent mieux et ils permettent de toucher des consommateurs qui ne pouvaient pas toucher auparavant. Donc, on a vraiment un accès facilité au vin. Donc voilà pour les 4 questions. Je crois que il faut aussi mentionner les 2 grands chocs. Gilles, évidemment, nous a parlé du Covid. Il a bien raison parce que on a vraisemblablement un choc disruptif avec le Covid sur le marché du vin. Alors, j'ai mis un point d'interrogation parce que je n'en suis pas totalement convaincu. Je pense que le Covid est plus un accélérateur de tendances existantes qu'au contraire quelque chose qui va totalement faire tourner le marché à 180 degrés. Je crois que l'impératif du direct to consumer, il existait. L'impératif de passer par le e-commerce, il existait. Les chiffres étaient déjà en augmentation. Le Covid, alors je dis il faut dire là, sans doute, peu importe. Le Covid est un accélérateur de cette tendance qui était déjà à l'œuvre depuis quelques années et qui justifie d'ailleurs l'existence et l'émergence de tout un tas de start-up ces dernières années, comme nous l'a dit Laurent David. D'autre part, je pense que
Une autre tendance qui risque d'être accélérée par le Covid, c'est cette recherche de local, cette recherche de proximité qui est extrêmement importante de la part du consommateur. On l'a vu bien au-delà du vin, il y a vraiment la volonté d'aller acheter local aujourd'hui, d'aller acheter bio sans doute, plus encore qu'avant le Covid, et donc de circulariser l'économie, de raccourcir les chaînes de valeur. C'est vrai dans tout l'agroalimentaire, notamment dans ce secteur, et c'est peut-être encore plus vrai dans le vin lui-même. Donc ça, c'est peut-être une tendance sur laquelle les vignerons vont pouvoir surfer dans les prochaines années. Enfin, il y a quand même un autre choc disruptif de mon point de vue et qui est lié au premier, c'est que la guerre commerciale qui a été ouverte par Trump en 2019, avec sa fameuse taxe Trump de 25% sur les vins français et tous les pays qui étaient dans le consortium Airbus, est sans doute à l'origine future d'une forme de démondialisation, ou en tout cas de déclin marqué du commerce international, qui va toucher fortement le vin, à n'en pas douter, parce que le vin est traditionnellement un bien extrêmement taxé. Donc le local risque de devenir non pas une mode, le fait d'acheter local, mais sans doute, et de vendre localement, de reconquérir finalement cette clientèle qu'on avait peut-être un petit peu laissé tomber, dans une certaine mesure, la clientèle française, la clientèle girondine, pourquoi pas. Le local va devenir maintenant une nécessité et pas simplement une mode. Enfin, je crois qu'il va falloir réfléchir à d'autres façons de vendre du vin à l'étranger. Il va falloir peut-être exporter du capital, acheter des terres à l'étranger. Il va falloir exporter du savoir-faire plutôt qu'exporter des bouteilles. Voilà, ce sont des grandes questions qu'on se pose, ce sont des grandes questions que l'on voit arriver. Et en tout cas, il va sans doute être plus difficile sur la décennie 2020 d'exporter du vin que ce ne l'a été dans les décennies antérieures. Je conclurai par l'enjeu de création de valeur, et pour introduire véritablement les présentations qui vont être faites ensuite. J'avais déjà montré dans une conférence pour Innov20 ce petit schéma que je vous demande pas de regarder en détail, bien évidemment, qui est tiré de mon bouquin sur l'économie du vin, qui nous dit finalement la création de valeur se fait à 3 stades de façon ultra schématique dans la filière vin. C'est au niveau de la vigne, au niveau du vin et au niveau de la vente. Les startups interviennent à plusieurs niveaux. D'abord en amont, c'est-à-dire au niveau de la vigne, et ça c'est l'agriculture de précision. Les startups viennent au service de l'efficience productive, on le sait, prévision des rendements, etc., etc. Les startups viennent souvent au service de la durabilité, pour améliorer la gestion durable de l'eau, pour améliorer la quantité d'intrants que l'on va mettre dans les vignes, mais aussi dans les chais d'ailleurs. Donc on a toute une partie des startups qui sont sur l'amont de la filière, qui viennent créer de la valeur, aider les vignerons à créer de la valeur. Mais, et on va le voir notamment aujourd'hui, on a aussi peut-être une majorité de startups qui viennent sur l'aval au niveau de la vente, tout simplement parce que lorsque vous regardez cette chronique vigne, vin, vente, on se rend compte lorsqu'on compare les business models à l'échelle mondiale que la création de valeur se fait essentiellement sur le dernier maillon de la chaîne de valeur, c'est-à-dire sur la vente. C'est là que se crée l'essentiel de la valeur. Et forcément, c'est là que les startups sont amenées à se positionner. C'est ce que j'appelle l'efficience aval, où les startups, d'une façon ou d'une autre, vont optimiser les ventes, soit en sécurisant et en améliorant la chaîne logistique, on va le voir tout à l'heure, soit en augmentant la valeur perçue par le consommateur. Il y a pas mal de startups qui font ça et on va en avoir un exemple aussi tout à l'heure. Et enfin, la startup peut venir réduire la distance physique et affective entre le producteur et le consommateur, justement, en faisant se rejoindre beaucoup plus facilement ce consommateur et ce producteur à travers différents outils. Voilà, j'en ai fini. Désolé si j'étais un petit peu long. Et je cède la parole à Gilles qui va ensuite la redistribuer. Merci à tous. Voilà, je redistribue pas la valeur, je redistribue la parole. Merci beaucoup Jean-Marie. Non, tu n'as pas été trop long, tu as respecté quasiment à la minute près le temps qui t'était imparti. C'est très bien, merci. J'en profite pour le dire, je ne l'avais pas dit au début, que Jean-Marie sera ce soir à la Cité du Vin pour les Vendanges du Savoir, pour une conférence d'1 heure dont le titre est « La guerre commerciale coulera-t-elle l'industrie française du vin, pardon, c'est l'industrie française du vin. Voilà, donc si vous êtes disponible, il doit rester encore quelques places, n'hésitez pas à vous inscrire. Merci Jean-Marie, on va passer donc aux présentations des
des startups en ligne droite avec ça, avec ce que tu viens de dire. Mais avant, il y a 2 petites questions auxquelles je te demanderai de répondre rapidement. Une question qui nous dit qu'une étude montre qu'à 75% des jeunes consommateurs en France n'utilisent pas les médias, les réseaux sociaux pour l'achat des vins, surtout pour les vins bio. Ils utilisent plutôt des applications. Est-ce qu'il faudrait, à ton avis, renforcer le côté éducation sur les sites de vin, sur les médias sociaux pour, je dirais, éduquer en quelque sorte les jeunes consommateurs? La place de l'éducation dans l'achat du vin. Très honnêtement, je pense que ça serait une gageure. Je crois que les choses vont se faire et que essayer de décréter qu'il faut éduquer et que l'on va éduquer m'apparaît comme une gageure. Donc je serai très mesuré sur ces aspects-là. Les choses vont se faire d'elles-mêmes, je le crois. Et dès lors qu'on veut essayer de manipuler les masses, ça serait un petit peu compliqué, mais le marché va prendre des directions qu'il est compliqué aujourd'hui de vouloir lui faire prendre, et l'éducation en termes de consommation de vin, de comment on doit le consommer, des canaux utilisés, je n'y crois pas fondamentalement. Merci. Une autre question qui concernait les données que tu as évoquées au début, profil, CSP, âge, sexe, origine des consommateurs, etc. Est-ce qu'elles sont issues d'une collecte moderne par des applications, des sites de vente, ou sinon d'où viennent ces informations? Quelles sont tes sources? Alors ça, ce tableau est également issu de mon livre paru en 2017 sur l'économie du vin aux éditions La Découverte. D'habitude, on rajoute « est présente dans toutes les bonnes librairies ». Ouais, mais là, il n'y en a plus qu'une ouverte librairie et je ne veux pas lui faire de publicité. Okay. Donc, voilà, c'est multisourcé, hein, bien évidemment. Donc, c'est issu d'une vaste analyse de la littérature empirique sur ces questions-là, elle-même basée sur l'analyse des données sur longue période. Donc, oui, c'est sourcé, comme tout travail académique, c'est quand même, j'espère, assez solidement sourcé. Et dernière question, effectivement intéressante, qui vient d'être posée à l'instant. Le Covid est un accélérateur de tendance, bien sûr, pour le direct consumer, le online, la recherche de local. Quid de la premiumisation, qui était une tendance avérée, on peut dire, et qui semble s'être arrêtée net? Alors, je ne suis pas persuadé que la premiumisation se soit arrêtée. Très honnêtement, j'ai hésité à en parler de la premiumisation parce que effectivement cette tendance était à l'œuvre. Je préfère quand même la notion de recherche de diversité avec une tendance à aller chercher aussi des jolis vins aussi, d'accord, mais je crois que ce qui domine, c'est vraiment la tendance à la diversité. De la même façon, je ne dirais pas que ça s'est arrêté net parce qu'il y a eu beaucoup d'études et effectivement, les grands fournisseurs de données ont dit « oulala, pendant le Covid, pendant le confinement notamment, dans plusieurs pays et notamment le nôtre, il y a eu un effondrement des ventes de vins premium. Mais attention, nous, ce qu'on a mis en évidence justement avec la chaire vin spiritueux de l'INSEC, c'est à travers une étude auprès de 7000 consommateurs sur quelques pays européens, c'est que les gens ont consommé les vins qu'ils avaient dans leur cave. C'est-à-dire que les vins premium, ils les ont consommés. À ce moment-là, ils ont vidé leur cave d'une certaine façon et il y a eu une reconstitution des stocks à laquelle on a pu assister, par exemple, lors des foires au vin, etc. Donc, ça ne s'est pas arrêté net. C'est juste que pendant le confinement, on a acheté, et c'est un réflexe assez classique lorsqu'il y a une crise, on achète des choses moins chères, mais on a consommé les choses plus chères qu'on avait en stock, en fait. Et derrière, on a commencé à reconstituer les stocks. Très bien. Bah, écoute, merci Jean-Marie de ces réponses. Et donc, à ce soir pour ceux qui viendront te suivre à la Cité du Vin. Merci beaucoup. Donc, on accueille sur scène Benjamin Sonnet, Maï Balthazar. Je ne vais pas présenter puisque c'est ce qu'il va faire à l'instant. Donc, je te passe la parole pour que tu puisses présenter ce qu'est Maï Balthazar en lien direct finalement avec ce qu'on vient de dire et c'est très bien. Voilà, tu as 10 minutes, questions comprises. Donc, merci d'essayer de respecter le timing. À toi. Merci Gilles, merci Innovin, merci à la WineTech de nous proposer cette intervention. Donc, je suis Benjamin Sonnet, président et fondateur de Maï Balthazar. Nous, on opère sur la partie communication. Donc, concrètement, ce qu'on essaye de faire depuis un peu plus de 2 ans, c'est d'accompagner les professionnels du secteur viticole et spiritueux dans
Dans le développement de leur image, la communication sur Internet, on part du principe, on va l'expliquer un petit peu après, que c'est très important, ça devient de plus en plus stratégique d'être visible sur Internet et de communiquer vraiment ce qu'on est, ce qu'on fait auprès des consommateurs. La façon dont on le fait, on se base sur un socle technologique. On a développé une technologie qui nous permet de remonter des informations en temps réel sur tout ce qui se passe finalement sur les principaux domaines viticoles à la fois en France et dans le monde, sur les performances qui sont les leurs en termes de communication, sur qui parle d'eux, ce qu'on en dit. Et tout ça, ça nous permet de pouvoir ensuite apporter des solutions à nos clients. Aujourd'hui, on remonte 2 millions de data à peu près chaque mois sur nos serveurs. On a 45 clients parmi les grands crus et les maisons de champagne, avec un taux de réabonnement à notre plateforme qui est un des éléments sur lesquels on opère que je présenterai tout à l'heure. Donc des clients qui sont plutôt fidèles. On travaille donc principalement sur les grands crus, j'ai expliqué, beaucoup à Bordeaux, parce que basé à Bordeaux, c'est quand même un petit peu plus simple, et puis il y a quand même pas mal de besoins à ce niveau-là sur la région bordelaise. On a quelques clients aussi en Champagne, en Bourgogne et à l'étranger, très focalisés grands crus, mais on commence à travailler aussi avec des domaines viticoles plutôt familiaux. Quelques éléments statistiques, puisque au-delà de ce qu'on propose en termes de solutions au vignoble, on est aussi pas mal impliqué sur un côté pédagogique pour essayer de développer aussi un petit peu ces questions-là auprès de l'écosystème. On a publié récemment une étude sur les 100 domaines viticoles bordelais les plus performants sur les réseaux. Et en partant de cette étude, on a voulu vous montrer où en étaient finalement les domaines viticoles bordelais sur la prise en compte des réseaux sociaux, donc combien ils ont d'abonnés en moyenne sur chacune des plateformes et quelle est la progression. Et on se rend compte notamment, c'est pas une surprise j'imagine pour tout le monde, que Instagram et YouTube sont les vrais sujets aujourd'hui clés pour les domaines viticoles bordelais. Instagram plus que YouTube, parce que YouTube, on peut le voir, les domaines partent de très bas, mais sur Instagram, il y a une vraie progression significative. Maintenant, si on prend un peu de recul et qu'on compare la performance des domaines bordelais qu'on voit ici avec le petit drapeau français par rapport à la Champagne et par rapport aux principaux domaines viticoles américains, il y a un réel décalage sur le nombre d'abonnés. Les tendances de progression sont relativement similaires. On se rend compte que sur la Champagne et sur les États-Unis, c'est Instagram et YouTube qui sont aussi très, très porteurs. Néanmoins, la prise en compte du sujet digital à Bordeaux, et c'est un peu la même chose sur le reste des régions françaises, a été beaucoup plus tardif, ce qui fait qu'on a un nombre d'abonnés qui est beaucoup plus restreint. Et qui dit nombre d'abonnés beaucoup plus restreint, dit on s'adresse à moins de monde, donc on a une visibilité qui est plus limitée. Donc c'est un sujet qui commence à être pris en compte au sein de l'écosystème, mais sur lequel il y a eu un petit peu de retard. Alors après, la vraie question par rapport à ça, c'est est-ce qu'il faut être présent finalement sur le digital? À quoi ça sert? Il y a plein de façons de répondre à ça. On a essayé de le faire de façon extrêmement rapide, finalement, en une slide qui compare avec ces petits graphiques ce qu'on appelle les touchpoints, donc la façon dont on va pouvoir parler et communiquer auprès de 3 différentes cibles. Tout à gauche, vous voyez la génération X, donc on est sur les 40 à 55 ans à peu près. Au milieu, la génération Y, les 20-40, et à droite, la génération Z, les moins de 20 ans. Et plus on va vers la droite, plus on se rend compte que le graphique a tendance à tirer vers le bas. Donc vers le bas, les points de contact les plus évidents pour ces cibles-là, c'est Internet, réseaux sociaux et vidéos en ligne. Et on se rend compte que, évidemment, sur la génération Z et moins de 20 ans, ils sont 100% digital, ça c'est pas vraiment une surprise. Mais sur les 20-40, qui sont aujourd'hui une vraie cible finalement pour la plupart des producteurs de vin, le digital représente finalement les points de contact privilégiés par rapport à tous les médias traditionnels ou même de la vente en magasin. Donc, si on veut être visible auprès de ces gens-là, le digital aujourd'hui est un choix par défaut, parce que c'est un choix qui s'impose aujourd'hui. Et là, on est sur des stats qui avaient été faites en 2018, donc avant le Covid, et on peut imaginer que depuis le Covid, ces stats-là sont encore plus importantes. Donc, être présent sur les réseaux, c'est être présent en tant que réponse à des questions que les gens peuvent se poser, puisque les 4 finalement moteurs de recherche sur lesquels les internautes posent le plus de questions aujourd'hui, c'est évidemment Google, mais aussi Instagram, YouTube, Amazon. Et donc, chaque question appellera une réponse. Si on n'est pas présent en tant que marque, c'est d'autres finalement qui en tireront les bénéfices. Donc, d'être présent sur ces plateformes-là, d'être présent de façon proactive, ça permet de pouvoir être visible auprès de personnes qui représentent aujourd'hui une cible de consommation actuelle et aussi une cible de consommation future pour les plus jeunes. Maintenant qu'on a dit ça, comment finalement être présent sur les réseaux, comment être présent de façon efficace? Alors, c'est un vaste débat qu'on ne pourra pas régler en 10 minutes. Néanmoins, il y a quelques points à prendre en compte. Évidemment, le contenu, ce qu'on raconte, comment on le raconte, c'est la base de tout. Si ce qu'on raconte n'est pas intéressant, ça va être compliqué d'émerger et d'intéresser les utilisateurs. La partie médiatisation, parce que bon, c'est une mauvaise nouvelle, mais en même temps, j'imagine une surprise pour peu d'entre vous. Si on ne dépense pas un peu d'argent sur le digital aujourd'hui, on n'est pas visible. Donc, il faut dépenser de l'argent, mais de façon intelligente auprès des bonnes cibles. Et évidemment, réussir à analyser tout ça pour être dans une communication qui est de plus en plus optimisée.
Tout ça, évidemment, s'appuyant sur une stratégie digitale. C'est mieux de savoir où on veut aller pour savoir comment y aller. Et donc, la façon dont MyBalthazar va opérer par rapport à ça, il y a 2 points sur lesquels on travaille aujourd'hui. Une partie qui va être sur la réflexion justement stratégique, contenu, médiatisation, sur du diagnostic et de l'accompagnement. On va réfléchir avec des domaines viticoles sur la meilleure approche à avoir, sachant que pour répondre à ça, on se base sur notre socle technologique, donc qui nous permet de remonter énormément d'informations et de comprendre sur quoi, quel est le point de départ finalement pour ces domaines-là et quels sont leurs points de différence par rapport à d'autres. Et une plateforme qu'on a développée qui permet d'avoir un tableau de bord personnalisé pour suivre ses performances, ses évolutions et son efficacité en temps réel. Et pour vous montrer rapidement à quoi ressemble cette plateforme-là, le principe, donc, c'est de pouvoir suivre tout ce qui se passe autour de sa marque avec le petit 52 que vous voyez au milieu qui est un indicateur de score de performance digitale qu'on a créé qui permet en un chiffre finalement de savoir un petit peu où on se situe par rapport à l'écosystème digital puisque la Bassan est basée sur un algorithme de calcul qui a été déterminé par rapport aux performances des principaux acteurs de l'industrie viticole. Et donc, on a ces informations sur toutes les plateformes qui comptent, et donc celles qu'on a vues avant, c'est-à-dire Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Et on peut comparer ces performances par rapport à n'importe quel finalement concurrent, modèle ou voisin sur l'écosystème viticole, à la fois en France ou à l'étranger. Comprendre quelles sont ces marges de progression par rapport aux autres. Je suis là, Dominique, je veux atteindre le niveau d'Ornellaia. Finalement, quels sont les leviers que je peux activer pour atteindre ces niveaux-là. On a aussi des systèmes qui permettent de comprendre quelle est l'efficacité de ma communication par rapport au champ lexical que j'utilise, donc par rapport à mon storytelling. Est-ce que ce que je raconte finalement est très différent que de ce que racontent les autres? Est-ce qu'il y a des territoires d'expression qui me sont propres et que les autres utilisent sur lesquels j'ai une légitimité à prendre la parole? Donc tout ça, c'est des sujets sur lesquels nos clients peuvent avoir un suivi en temps réel. Évidemment, ensuite, sur qui parle le moins, qu'est-ce qu'on en dit, est-ce qu'on parle le moins en anglais, en allemand, quels sont les pays finalement ou les typologies de personnes sur lesquelles mon vin est censé avoir un impact et est-ce que c'est la réalité dans ce qu'on constate sur les réseaux. Et c'est une plateforme qui est en perpétuelle évolution, donc en fonction des besoins que nous remonte l'écosystème. Donc, parmi les prochaines évolutions qui vont arriver, LinkedIn, qui est une plateforme dont on nous parlait très peu jusqu'à présent et qui prend aujourd'hui un peu plus de place à la fois pour un côté B2B auprès des cavistes, des importateurs, etc., mais aussi par rapport à un système de cible pour les grands crus, par rapport à des typologies de personnes CSP+, qui sont présentes sur LinkedIn plus que sur d'autres plateformes. Et également sur les influenceurs, qui est un vrai sujet sur lequel c'est très difficile aujourd'hui d'avoir des informations concrètes, de pouvoir évaluer la pertinence d'un influenceur par rapport à un autre sur différentes thématiques, sur différents marchés. C'est des choses qui vont arriver sur MyBalthazar en tout début d'année prochaine. Voilà, j'ai respecté le timing. Première mission accomplie. J'espère avoir été clair. C'est surtout celle-là, la première mission qu'il faut accomplir. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser maintenant. Et sinon, mes coordonnées sont ici. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter pour prolonger le débat. J'ai évidemment été obligé d'être extrêmement succinct sur pas mal de points, mais on pourra en parler pendant des heures. Donc si c'est votre besoin ou vos envies, n'hésitez surtout pas. Merci beaucoup, Benjamin, de cette. Ça fait bizarre de ne pas avoir les applaudissements. D'habitude, on les a dans la salle. Voilà, mais on imagine que les participants applaudissent derrière leurs écrans. Non, merci beaucoup. Il y a une question. Effectivement, on demande si on peut comparer les résultats d'un château XY, d'une propriété XY, à n'importe quel concurrent, même s'il n'est pas utilisateur de la plateforme. Alors oui, on peut. Pourquoi? Parce que on a les 90% des datas qu'on remonte sur notre plateforme qui sont des données publiques, c'est-à-dire combien un château a d'abonnés, combien il y a d'interactions, c'est-à-dire les j'aime, les partages, les commentaires, donc à quel point les gens réagissent par rapport au contenu que la marque publie, et combien il y a de citations, donc combien de personnes vont parler de la marque sans que la marque en soit directement à l'origine. Et tout ça, c'est un travail qu'un humain pourrait faire, ça lui prendrait des heures, ça n'aurait pas grand intérêt, et à peine fini, ça serait déjà recommencé parce que les données évoluent en permanence. Donc nous, c'est des robots qui font ça, et donc on le fait sur potentiellement n'importe quel domaine viticole dans le monde qui soit client chez nous ou pas. S'ils sont clients chez nous, on a un peu plus de data, mais c'est pas là-dessus qu'on va calculer nos scores, et donc c'est pas là-dessus qu'on peut intégrer finalement les différents concurrents. D'accord, très bien, merci pour cette réponse très claire. Et une autre question était si votre analyse sémantique était basée sur les étiquettes, sinon sur quelle autre source?
Alors, c'est pas forcément sur les étiquettes, c'est sur un château qui prend la parole sur les réseaux sociaux, va en général poster un contenu graphique et intégrer quelques lignes de texte. Donc, c'est ces lignes de texte que nous, on reprend et qu'on va regrouper pour déterminer quels sont les termes qui sont utilisés le plus souvent. Et ces termes qui sont utilisés le plus souvent sont en général révélateurs de la ligne éditoriale de la marque. Et donc, c'est cette ligne éditoriale qu'on va comparer. Et qu'on va pouvoir comparer aussi avec le champ lexical qu'utilisent les utilisateurs quand ils parlent de mon vin. Et finalement, est-ce que c'est les mêmes termes qui ressortent ou est-ce qu'ils parlent uniquement d'un millésime qui a marqué l'histoire alors que moi, j'essaie de parler d'autre chose? Est-ce que moi, je parle du bio? Est-ce que l'on n'a pas compris? Donc, c'est ces éléments-là qu'on va pouvoir comparer. Ok, merci pour ces réponses très claires, Benjamin. Et donc, comme pour les autres, s'il y a besoin de contact, tu as laissé tes coordonnées et de toute façon, nous, on les a également. Voilà, merci Benjamin. On Merci, accueille Gilles. sur scène Pierre-Jeanne pour Smart Bottle. Donc on va rester d'une certaine manière dans les réseaux sociaux, mais différemment. On va parler réalité augmentée ou virtuelle, tu vas nous le dire. Voilà, je te laisse la parole pour 10 minutes. À toi. Hop. Oui, bonjour à tous et merci à tous les organisateurs d'avoir mis en place ces Vinitiques. Je suis Pierre-Jeanne, je suis l'un des 2 fondateurs de Smart Bottle. Avec Anthony Chichportiche, on l'a créé il y a déjà quelques années. Et depuis 2018, nous proposons aux professionnels du vin une vraie solution de communication à la fois innovante et qui permet de communiquer directement à partir des étiquettes au travers de la réalité augmentée. Alors, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Tout d'abord, en fait, on est parti d'un premier constat qui consiste à dire que les viticulteurs et les maisons de vin au sens large ont beaucoup de mal, d'abord parce qu'une concurrence extrêmement forte, il y a un nombre d'étiquettes, un nombre de variétés de vins qui est extrêmement important. On parle de 50 000 marques sur 50 000 vignerons, 300 000 marques rien que sur la France et pratiquement 2 millions sur l'ensemble du monde. La communication est difficile, la différenciation est difficile. Et puis globalement, de par notamment l'intermédiation qui avait lieu jusqu'à présent, les producteurs ont beaucoup de mal à avoir de la visibilité, à se donner de la visibilité. Ils ont également perdu le lien avec le consommateur. Et puis enfin, lorsqu'ils réussissent à communiquer, ils ont énormément de mal pour faire une mise à jour ou simplement pour rendre cette communication contextuelle, c'est-à-dire adaptée au pays, à la langue, tous ces éléments qui permettent de communiquer efficacement vis-à-vis d'une cible. Alors pour ça, nous, on a donc identifié 2 besoins principaux pour les producteurs. D'abord, un besoin de reprendre la main sur leur communication de façon à pouvoir délivrer les bons messages. Reprendre la main, c'est aussi pouvoir communiquer aux différents intervenants de façon différenciée. Et puis, bien sûr, arriver à démarquer son vin par une communication qui sera différenciante. Et pour ça, nous, on a identifié, côté producteur et maison de vin, le besoin d'un outil qui soit un vrai outil de marketing expérientiel. Et puis de l'autre, une demande de la part des consommateurs. Et d'ailleurs, le professeur Cardoba en a parlé tout à l'heure, une vraie volonté de développer une logique de proximité, une compréhension, une authenticité dans la relation entre le producteur et le consommateur. Donc, par rapport à ça, on porte une solution, Smart Bottle, au travers de notre application, qui permet de transformer chaque bouteille en un véritable média dynamique qui va permettre aux producteurs de maîtriser l'ensemble des informations qui sont diffusées, et ce, sans avoir besoin de modifier l'étiquette. L'idée, c'est vraiment de pouvoir reconnaître cette étiquette, bien sûr, mais surtout de diffuser par-dessus, je vous montrerai des exemples tout à l'heure, les informations que le producteur aura choisies. Alors, à destination, d'abord, on est dans une logique de type B2B, c'est-à-dire que c'est le producteur qui va présenter ça aux acheteurs, aux professionnels à qui il souhaite vendre son vin, mais bien sûr, derrière, ces mêmes informations seront également disponibles pour les consommateurs finaux qui pourront également en bénéficier. Hop. Alors, la réalité augmentée, vous me direz, qu'est-ce que c'est? La réalité augmentée, c'est d'abord la capacité de combiner ce qui existe dans le monde réel avec des éléments numériques. Le meilleur exemple que je donne, généralement, c'est les cartes routières. Il y a fort longtemps, on avait des cartes routières papier qu'il fallait déplier pour savoir où est-ce qu'on allait. Bon, ça, c'était compliqué. Maintenant, on a des GPS qui nous permettent à la fois de savoir où on est et de se situer sur une carte. Mais il faut quand même regarder sa tablette ou son ordinateur et puis regarder la route. Eh bien, la réalité augmentée, c'est de faire l'association de ce qu'on voit au travers du pare-brise et de la route qui nous permet directement de nous guider. Et là, c'est la même chose, c'est-à-dire que vous voyez sur l'exemple que je donne ici, on a un vin, je scanne ce vin et par-dessus vient de s'afficher un certain nombre d'informations qui sont les informations que le producteur aura souhaité diffuser. Et donc là, notre application, l'application Smart Bottle, permet véritablement de faire découvrir un univers complet autour de la bouteille de vin.
et qui est en adéquation avec. On m'entend toujours? Non, on t'avait perdu, maintenant tu es revenu, donc je pense que tu peux reprendre. Voilà. Ok, donc la technologie qui nous fait des fois faux bon, mais là en l'occurrence c'est pas le cas. Donc l'application Smart Bottle qui permet de faire découvrir tout cet univers autour de la bouteille de vin et donc de prendre une communication qui est beaucoup plus une communication de proximité. On parlait tout à l'heure, là encore, Jean-Marie Cardeba parlait de réduire la distance physique et affective, et là, typiquement, on est dans ce type de scénario. Alors, la réalité augmentée, on a vu qu'est-ce que c'était, maintenant, ça sert à quoi? L'intérêt que ça peut apporter, c'est d'abord une expérience client, une expérience utilisateur qui est unique et qui permet de mélanger donc le réel et le digital de façon complètement fluide. Ça permet aussi d'avoir un impact en termes de communication qui est bien supérieur. Alors l'impact, globalement, le fait que ça soit simplement interactif et innovant, déjà, ça facilite l'impact du message, ça permet de renforcer ce qu'on est en train d'apporter. Et puis on a certains chiffres, alors c'est toujours sujet un petit peu à caution, mais globalement, moi j'avais entre 10 et 30% d'engagement supplémentaire par rapport à des contenus de type classique. Bon, la conversion sur les sites e-commerce, je ne sais pas très bien comment elle a été mesurée, mais par contre, certainement, la motivation à utiliser la technologie est un plus et ça permet de vraiment faire passer le message et de se différencier, c'est-à-dire qu'on se souvient, tiens, c'est la bouteille sur laquelle on a vu telle et telle chose, on s'en souvient beaucoup mieux qu'une communication plus classique. L'application Smart Bottle, celle que nous avons développée, donc, permet à l'ensemble des professionnels, notamment les viticulteurs et les maisons de vin, de diffuser sur leurs bouteilles directement en réalité augmentée les contenus de leur choix qui s'adressent à leurs clients et qui s'adaptent au contexte. Et ça, cet élément, c'est également très important. Là, on a un exemple où le choix a été fait de publier les médailles, puisqu'il s'agit d'un vin relativement prestigieux et donc les médailles sont importantes pour sa commercialisation. Et là, on est dans la version anglaise, c'est-à-dire que lorsque le terminal est en anglais, on diffuse en anglais, et puis éventuellement, on peut s'adapter à la fois au pays, mais également au moment où cette information sera diffusée, de façon à véritablement transformer tout ça en un média. Donc là, la cinématique d'usage est à peu près toujours la même pour une application. Il s'agit d'abord de la télécharger. On scanne l'étiquette qui fait partie de notre base et on a le contenu qui est diffusé directement au travers du smartphone. Alors, quelques réalisations. Là, je n'ai pas voulu mettre tous les exemples, mais simplement pour dire qu'on a déjà un certain nombre de clients qui ne sont pas tous à Bordeaux. Et donc là, on a quelques exemples à la fois donc Bordeaux, mais pas que. Et puis, je vais vous montrer au travers d'une vidéo ce que ça peut donner lorsque l'on fait cette animation. Voilà, hop. Alors, la vidéo est assez courte puisqu'on était sur un timing extrêmement serré. Donc là, vous voyez, on est capable de réanimer complètement une étiquette ou bien de diffuser une vidéo de façon plus classique. Là, on est sur de l'information, de la proximité. On explique comment le vin a été fabriqué par le winemaker. Là, c'est une information qui est beaucoup plus variée. Il y a à la fois les notes, les vidéos, la possibilité d'aller sur Instagram. Et puis, on est capable de reconstruire complètement un environnement 3D. Donc là, c'est une étiquette à nous hein, pour démontrer ce qu'on est capable de faire, mais un environnement 3D qui nous permet de communiquer directement sur cette bouteille pour pouvoir faire passer un message vraiment différenciant. Donc, en synthèse, ce que l'on propose aux producteurs de vin, c'est vraiment un outil marketing qui permet d'avoir un vrai impact tout en ayant cette maîtrise du contenu, ce qui est très important, parce que autant il y a une volonté d'avoir des ratings, on en a parlé tout à l'heure, en C2C, donc customer to customer, mais la parole du producteur reste intéressante pour la plupart des consommateurs. Il s'agit vraiment d'un support promotionnel qui va s'adapter aux salons et aux événements, y compris aux salons et aux événements, comment dirais-je, en virtuel, puisque là, on est capable de faire ça, de démontrer cette utilisation au travers des bouteilles, mais également au travers de supports papier qui représentent les bouteilles. On va avoir un vrai outil d'aide à la vente pour les commerciaux. Donc là, c'est un outil qui va pouvoir présenter une gamme importante suivant un cadre d'explication qui sera toujours à peu près le même et qui permettra aux commerciaux d'être beaucoup plus efficaces dans leur approche. Cette application, bien sûr, elle fonctionne sur les étiquettes sans avoir besoin de les modifier, c'est très important. Donc, n'importe quelle étiquette va pouvoir être intégrée dans notre base et ensuite reconnue. Et puis derrière, au final, on a véritablement créé
un nouveau média à part entière, entièrement piloté par les producteurs et qui permet d'avoir une vraie expérience marketing différenciante. Si vous souhaitez en savoir plus, puisque évidemment on était extrêmement contraint au niveau timing, vous avez les différents éléments. Téléchargez l'application, éventuellement, n'oubliez pas le petit tiret entre Smart et Bottle, c'est l'exception. Sinon, sur notre site web, et puis bien sûr, sur le site YouTube, vous verrez la totalité des réalisations qu'on a pu faire jusqu'à présent. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Donc, je vais passer aux questions. Il y a une personne qui demande combien de particuliers ont téléchargé l'application. Alors, en fait, on se base pas sur la logique du nombre de particuliers, puisqu'on est d'abord et avant tout sur un outil qui est en B2B. C'est-à-dire que pour nous, c'est un outil qui doit servir aux professionnels, d'abord et avant tout. Donc, derrière, en fait, c'est aux professionnels qui vont s'en servir, éventuellement, de communiquer sur le nombre sur leurs bouteilles, de façon à pouvoir utiliser cette application. Donc, on suit vraiment cette information-là, aujourd'hui, est pas directement pertinente. Et on suit plutôt le nombre d'utilisateurs qu'il y a au niveau professionnel. Il y avait également une autre question sur la technologie que tu utilisais pour l'expérience de RA. Est-ce que c'est un QR code? Non, pas du tout. Donc en fait, on utilise vraiment les bouteilles. Là, j'ai une vraie bouteille. Hein, donc on utilise l'étiquette. Donc là, c'est une étiquette qu'on a fabriquée. Hein, mais on utilise l'étiquette. Cette étiquette est intégrée dans une base de reconnaissance. Et une fois que cette étiquette est reconnue, on diffuse directement le contenu sur l'application. Ok, et du coup, il y a une question qui est liée, c'est est-ce que tu es capable d'appliquer la réalité augmentée jusqu'à quel niveau? C'est-à-dire château, cuvée, lot, bouteille individuelle, est-ce qu'on pourrait le faire pour un millésime donné, enfin voilà, jusqu'à quel niveau on descend? Alors, on est tout à fait capable, effectivement, de reconnaître un millésime. En fait, on reconnaît, c'est vraiment, notre unité, c'est vraiment l'étiquette. Donc, une étiquette, elle intègre ou non un millésime. Pour l'instant, la plupart des producteurs communiquent d'abord sur une cuvée, en quelque sorte, hein, un nom de vin, et puis ensuite, éventuellement, sur des millésimes. Mais on est capable de reconnaître les millésimes séparément. Ok. Combien de clients comptez-vous aujourd'hui? Pas assez. Pardon? Pas assez. Tout à fait. Donc, pas assez, mais on espère que les choses vont évoluer. Donc, on a une 50aine de clients aujourd'hui et on est en plein développement avec pas mal de projets assez intéressants qui sont en train d'évoluer avec de la communication de plus en plus dans le storytelling 3D, justement, qui permet d'avoir une vraie différenciation, un petit peu comme ce qu'on a montré au travers du Rosé Robert ou de l'animation Noël, mais également ce qu'on a fait pour les gens de Producta, où vous voyez directement les producteurs qui prennent la parole sur l'étiquette et qui viennent expliquer, donc c'est les trois vignerons qui viennent expliquer la façon dont ils produisent le vin. Donc on est vraiment dans cette dynamique-là. Ok, ben, merci beaucoup Pierre de ces réponses, de cette présentation. J'en profite aussi pour dire que évidemment à chaque fois, à la fois ceux qui présentent nous disent compte tenu du timing très serré, je peux pas en dire plus. Quelquefois les participants, nous disent ben, c'est un peu court, on aimerait en savoir plus. Bon, c'est un peu la règle, c'est ce qui fait aussi le dynamisme de ces vinitiques. On essaie d'en mettre beaucoup, mais du coup, il faut aller vite. Mais après, voilà, c'est aussi pour vous teaser un peu et puis vous pouvez bien sûr prendre contact avec les intervenants. Merci Pierre et je vais passer la parole sans plus attendre à Nicolas Moulin pour la vie du vin. Vas-y, à toi Nicolas. Bonjour, merci Gilles. Bonjour à tous. Je suis ravi de pouvoir effectivement participer à cette édition des Vinitiques. Merci aux organisateurs, c'est une vraie opportunité pour nous et je pense pour les autres startups de la WineTech. Donc moi, je vais vous parler de la vie du vin. Donc, je me présente, je suis Nicolas Moulin, je suis fondateur de la vie du vin. Donc je vais vous parler un petit peu de ce qu'on fait, notamment de ces petits objets, des informations qu'on va pouvoir récupérer grâce à eux. Premièrement, pour nous, le constat sur le marché, c'est que il y a un vrai problème de visibilité en fait sur ce qui se passe sur le marché, notamment quelques zones d'ombre dans ce qu'il y a entre la propriété et le consommateur une fois que les caisses sont expédiées de la propriété. Donc, j'en ai listé quelques-uns que vous voyez, donc notamment la partie conditions de vieillissement de bout en bout. On sait très bien qu'un vin continue à
a évolué une fois qu'il est dans la caisse et qu'il est expédié. Donc, ça, c'est quand même un vrai sujet. Les sujets de stock marché, où on a assez peu de visibilité. Et comme le disait Jean-Marie, le monde du marché du vin qui nous attend demain, il est quand même très complexe avec beaucoup de parcours différents. Donc, c'est un petit peu un sujet. Les parcours, du coup, quels sont les parcours réels des caisses? Ça, c'est une vraie question aussi que pas mal de gens se posent. Et également des sujets de respect de contrat. On détaillera ça tout à l'heure. Et puis également au niveau de contrefaçon. Bref, pas mal de choses, effectivement, sur lesquelles on a assez peu de maîtrise aujourd'hui. Du coup, nous, on a fait une solution, on a édité une solution en fait qui permet à nos clients de suivre sur plusieurs années à distance et de manière complètement automatisée à la fois les stocks, les parcours et les conditions de vieillissement des bouteilles depuis leur mise en cave au château jusqu'à leur ouverture. Alors globalement, comment ça marche? En fait, c'est des capteurs autonomes et communicants qui font des relevés de température, d'humidité, de lumière et puis tout ce qui est vibration et choc et qui envoient leurs données de manière automatique via des réseaux donc dédiés bas débit sur notre plateforme. Donc nous, notre travail, bien évidemment, le gros du travail, c'est l'analyse de ces données pour ensuite mettre ça à disposition de nos clients via notre site. Donc nos clients ont juste à se loguer pour regarder les différents types d'analyse. Donc ces capteurs, en fait, on peut les utiliser de différentes manières, à la fois au château, c'est des besoins qui ont été remontés par le marché, donc pour surveiller les différentes zones en fait du chai, pour véritablement connaître finement son évolution l'évolution des conditions au fil des saisons. Et puis, surtout en caisse, pour arriver à suivre donc, les différentes caisses qu'on peut expédier sur le marché. Vous allez forcément vous poser la question de « Ok, mais qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de réseau, notamment en cave, ce qui arrive quelquefois pour du vin ?» Et bien, tout simplement, en fait, on stocke les données en fait, en local dans le module et ça lui permet de renvoyer en fait, les données à terme. On parlait effectivement de stock marché. Un événement important qu'on arrive à détecter aussi, c'est l'ouverture de la caisse et on verra quelles sont ses implications. Ce qui fait véritablement la différence chez nous, c'est qu'on a vraiment eu la volonté d'avoir un système complètement automatisé pour à la fois décharger un maximum le client qui a déjà ses propres problématiques de logistique en interne, mais également pour être complètement indépendant dans notre capacité à récupérer toutes les données qu'on souhaite récupérer pour nos clients. Et donc le process client il est extrêmement simple. En gros, le client reçoit les veilleurs, puisqu'on appelle ça des veilleurs, les capteurs, donc vous voyez qu'on met dans les caisses. Il reçoit les veilleurs, il les dispose en caisse sur les millésimes, les cuvées qui lui conviennent bien, à destination des marchés qui lui vont bien. Et derrière, il a juste en fait à se loguer sur notre plateforme pour consulter les différents types d'analyses que je vais détailler juste après. Voilà, donc typiquement, le genre de restitution que vous pourriez avoir. Là, il s'agit d'un exemple d'envoi de caisse à un client à Milan. Donc vous voyez effectivement le parcours début-fin. Et puis, vous avez également les différentes étapes. Donc ça peut être, par exemple, juste dans le cas d'un hub logistique, on va effectivement voir quelles étaient les conditions de vie des bouteilles dans ce cadre-là, ou ça peut être bien évidemment un acteur qui a acheté ces caisses-là, qui les a stockées pendant quelques mois et puis qui les a revenus derrière. Donc ça permet d'avoir ces éléments d'information. Vous avez bien évidemment également tous les relevés de données, donc de température, d'humidité, comme je le disais. Une capacité, comme vous voyez, en fait, à filtrer par les cuvées, les millésimes pour véritablement voir un petit peu dans le détail ce qui se passe sur votre propre parc donc de caisses. Ce que vous voyez là, d'ailleurs, j'en profite, le confinement, c'est pas forcément très agréable, mais nous, ça nous a au moins permis effectivement de se focaliser sur le développement de cette nouvelle plateforme. Donc, on est assez content effectivement de pouvoir vous montrer ça aujourd'hui. Un autre élément dont on a parlé, et voilà un petit peu le type de restitution, c'est des graphes sur les stocks qui sont toujours sur le marché. Donc là, en fait, vous aurez bien évidemment ce que vous avez envoyé, moins le nombre de caisses qui ont été ouvertes depuis. Ça vous permet de voir notamment si des caisses qui régulièrement sont envoyées à un marché particulier, je sais pas, à Dubaï, disons, voilà, vous pourrez voir en fait à quelle fréquence et à quelle vitesse les caisses peuvent être ouvertes et peuvent être consommées.
Concrètement, quand on parle d'enjeux, nous, en fait, on est effectivement concernés par 4 grands enjeux court terme, j'allais dire. On a forcément beaucoup d'idées pour la suite, mais déjà à court terme, on sait faire tout ça. Le premier, c'est la garantie de la qualité de bout en bout. Donc ça, globalement, on en a reparlé tout à l'heure, le fait de savoir dire mon vin, je l'ai fait de telle manière et je veux qu'il soit traité correctement jusqu'à la fin, c'est quand même assez indispensable. Et donc, le fait de pouvoir suivre la qualité de transport de caisse ou de palette, parce que, bien évidemment, notre solution, elle a un coût et parfois on nous dit, mais vous êtes forcément que sur le haut de gamme. Non, clairement pas. On a aussi des gens qui ont assez peu de moyens, mais qui mettent des capteurs, enfin, sur simplement des palettes, et qui savent du coup valoriser vis-à-vis de leurs clients le fait de pouvoir leur garantir cette qualité lors de l'envoi. Un autre aspect qui prend de plus en plus d'importance, c'est le respect du profil gustatif. Là, on est effectivement sur des solutions autour du suivi de l'envoi d'échantillons. Ça peut être de l'envoi d'échantillons donc à des influenceurs, ou à des importateurs, à des clients en B2B. Ça peut être aussi l'envoi d'échantillons pour des analyses, voire des échantillons non stabilisés qui sont très fragiles et dont la nature effectivement peut varier assez rapidement. Autre enjeu extrêmement important, le respect des contrats de distribution. On sait qu'effectivement, on a parfois un petit peu de mal, nos clients ont parfois un petit peu de mal à savoir ce qui se passe in fine. Donc là, on a des solutions pour pouvoir vérifier la destination de marchandises. Le cas classique, c'est voilà, un importateur dont le contrat effectivement est autour d'un pays en particulier. Disons l'Italie, voilà. Si jamais les caisses destinées à l'Italie sont vues en Espagne, c'est qu'effectivement il y a un souci dans la manière dont la distribution est véritablement gérée. Et on sait que ces sujets-là sont souvent un casse-tête pour nos clients pour pouvoir remonter et savoir d'où proviennent en fait les bouteilles qui sont vues à tel et tel endroit. Et puis un dernier enjeu qui est extrêmement important, qui va prendre encore plus d'importance, c'est la partie indexation des prix et puis le volume de commerce. Et donc là, la solution qu'on propose, effectivement, elle est sur ces notions de stock marché. Bien évidemment, en fonction de ce que j'ai sur le marché, je ne vais pas achalander de la même manière, je ne vais pas pratiquer les mêmes prix, et en fonction des zones géographiques également, je ne vais pas pratiquer les mêmes tarifs. Donc voilà un petit peu les enjeux à court terme qu'on traite et qu'on sait pour lesquels effectivement nos clients nous font confiance. En prenant un peu de hauteur, nous, ce qu'on se dit, et je rejoins complètement ce que disait Jean-Marie en introduction, on voit bien qu'effectivement, les challenges de demain deviennent en fait ceux d'aujourd'hui. On est dans un contexte, alors aujourd'hui sanitaire, pour lequel on peut se dire qu'effectivement c'est assez ponctuel, mais globalement, on voit bien que le contexte est de plus en plus compliqué et de plus en plus incertain, à la fois sur l'aspect sanitaire, mais aussi surtout sur l'aspect climatique. Et donc, on va devoir faire face, effectivement, et nos clients surtout vont devoir faire face à ces nouveaux challenges. Donc, nous, on les accompagne effectivement sur des sujets clés. Typiquement, on pense que le sujet de l'échantillonnage et de son suivi qualité devient de plus en plus déterminant. Ça permet un suivi à distance, en fait, permet clairement des économies de coûts commerciaux. Ça permet également de démontrer sa volonté de responsabilité environnementale en limitant les différents déplacements et l'empreinte carbone qui va avec. On voit bien aussi avec effectivement les histoires de confinement que il y a des choses des activités qui s'arrêtent net. Nous, on est convaincus qu'effectivement de plus en plus de suivi à distance et de monitoring de ce qui se passe sur le marché doit permettre à certaines activités de continuer quel que soit le contexte. Parce qu'on voit aussi que dans certains pays, en fait, le commerce, voilà, pour des problématiques même politiques peuvent être assez compliquées. Donc, du coup, le suivi à distance permet ça. Et puis la grosse problématique qu'effectivement on va devoir traiter pour nos clients, c'est une connaissance très fine du marché et une capacité du coup à anticiper les tendances. Nous, la vision de l'entreprise, elle est véritablement d'accumuler un certain nombre de données pour pouvoir derrière modéliser en fait ce qui se passe sur le marché et du coup anticiper et du coup permettre un conseil à nos clients qui leur permettent du coup de vendre mieux à tous les niveaux. Donc voilà un petit peu sur le sujet du suivi de la caisse et suivi itinérant en fait des caisses qu'on peut proposer. Je vais rapidement également vous détailler la partie supervision automatisée des caves et déchets. C'est des choses qu'on n'avait pas prévu de faire nous au départ, mais qui nous ont été demandées par nos clients.
Donc là, typiquement, ce qu'on fait un peu partout dans le monde, avec le suivi de caisse, on est bien évidemment capable de le faire à l'intérieur de la propriété. Et donc, l'idée, c'est de déposer effectivement les veilleurs à différents endroits dans la propriété. Ça peut être dans le chai, ça peut être dans les caves, ça peut être dans les entrepôts externalisés, où on monitore du coup les différents éléments dont je vous ai parlé. Ça permet donc à la fois un suivi des conditions des conservations au fil des saisons. On sait très bien que les bâtiments ne réagissent pas de la même manière au fil des saisons. Ça permet également une mise en valeur de la chaîne logistique auprès des clients et des fournisseurs. Et puis, un exemple concret qu'on a eu, par exemple, c'est des éléments de preuve factuelle de non-responsabilité dans le cas de litige. C'est qu'en fait, il y a eu un problème sur une marchandise, un de nos clients était équipé, et donc il a pu effectivement prouver qu'en fait, les conditions chez lui étaient véritablement excellentes en termes de conservation, donc il n'a pas été embêté. Voilà. Donc voilà un petit peu, je ne sais pas où j'en suis exactement en termes de timing, voilà quelques images effectivement de ce qu'on met en place. Et les alertes que vous pouvez définir. Tu es en retard, je ne te coupe pas, mais tu es en retard. Ouais. Et j'ai fini, voilà. Donc si vous avez des questions, super. Oui, il y en a beaucoup. On va peut-être pas toutes les prendre, quitte à ce que tu puisses répondre après toi-même, Nicolas, post-intervention dans l'onglet questions. Hein, tu peux répondre. Voilà, il y en a quand même une ou deux qui se recoupent. Une notamment qui concerne la traçabilité, comment elle fonctionne, est-ce que c'est avec un GPS et comment ça se passe ensuite quand la caisse est chez un particulier par rapport au respect de la vie privée, etc. Oui, alors c'est une question bien évidemment qu'on a souvent et qui est complètement légitime. Non, il n'y a pas de GPS en fait, c'est le réseau en fait qui nous permet juste par triangulation d'avoir une position, mais la position elle est large. En fait, elle est au plus précis, elle va être d'un rayon de 6 km. Donc, on ne sait pas en fait véritablement où est la caisse. Et en fait, ça importe peu pour nos clients parce que nos clients, ce qu'ils veulent, c'est savoir si véritablement la marchandise est bel et bien, globalement, elle devait être migrée à Londres, parce qu'elle est à Londres ou pas. Voilà. Est-ce qu'elle est à Londres ou est-ce qu'elle est à Berlin? Donc, on n'a pas de problématique de respect de la vie privée, pas de problématique de RGPD. Et quand elle arrive chez le client, en fait, le client, il ouvre la caisse. Il peut effectivement, via un QR code, avoir un petit peu d'informations sur le pourquoi de la présence du veilleur et du coup également reprendre contact avec le client, bien évidemment, pour commander plus de ventes si ça lui a plu. Ok, et du coup, les grands crus, notamment, ne bougent pas pendant une vingtaine d'années. En général, le dispositif dure-t-il plus de 20 ans? Et d'ailleurs, du coup, la batterie, elle dure combien de temps, quoi? Ouais, alors en fait, non, elle dure pas encore plus de 20 ans. En fait, ce qu'on voit clairement quand on discute avec nos clients, c'est que il y a effectivement certaines bouteilles qui sont conservées plus de 20 ans. On voit quand même que le commerce aujourd'hui, il est aussi sur certains marchés où déjà le fait de savoir quelle est la quantité de vins qui sont bu dans les 5-10 ans, c'est déjà une connaissance énorme. Donc en fait, là, on est sur plusieurs années aujourd'hui et voilà, on continue à progresser, à intégrer des éléments en fait, parce qu'on a breveté certaines choses effectivement sur la partie autonomie. Et donc, on est en train de mettre ça en place pour continuer à progresser. Ok, une question sur le coût du service, ça sera la dernière. Alors, aujourd'hui, en fait, on a une offre commerciale sur la partie supervision des caves et des entrepôts. Donc là, en fait, pour un abonnement, nous, on vend des abonnements annuels à la plateforme. Donc, les veilleurs sont bien évidemment inclus dans l'offre. Donc, pour surveiller avec une dizaine de capteurs votre chai, ça va vous coûter 2 500 € la première année et 400 € la deuxième, les années suivantes. Et sur la partie itinérante, en fait, on est plutôt sur un mode aujourd'hui où on fait des pilotes payants avec nos clients parce qu'on a quand même beaucoup de choses à apprendre. Donc voilà, on est encore sur une tarification où en gros on leur fait payer un forfait pour à la fois qu'ils apprennent des choses et qu'on apprenne également des choses. D'accord. Merci. Et puis donc regarde dans les questions, Nicolas, parce qu'il y a peut-être des questions auxquelles tu n'as pas répondu parce que je ne te les ai pas posées. Merci beaucoup, Nicolas. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. On accueille Sylvain de OneSpace qui va nous parler de OneSpace. Je ne reste pas plus longtemps. Je te passe la parole, Sylvain. Bonjour à tous, merci Gilles. Donc voilà, je m'appelle Sylvain, je suis un des fondateurs de OneSpace, qui est une start-up bordelaise qui associe
le vin et l'intelligence artificielle. Évidemment, on est ravis d'avoir la parole sur cette question, en quoi les startups de la wine tech peuvent aider le marché du vin à se réinventer. C'est une question qui est très vaste et que du coup, nous, on a voulu traiter sur l'aspect digitalisation du conseil, ce qu'on fait et les technologies qu'on développe, et comment ce conseil digital peut aider le vendeur de vin, les magasins à se réinventer, et comment ils peuvent l'utiliser notamment pour optimiser leurs ventes. Alors, pour un peu situer le contexte, je vais vous parler de ce qu'on fait nous, et après je vous rirai un petit peu sur comment on voit les possibilités offertes par ce genre de technologie. Au niveau de l'équipe, on associe des compétences en vin, donc avec Julien, la production de vin, la commercialisation, des compétences en marketing du vin. Moi, j'ai travaillé pour des domaines viticoles comme responsable marketing, donc on a cette compétence en marketing du vin. Et puis, donc, cette connaissance du goût du marché du vin, on va l'associer avec des compétences en informatique, en algorithmie, et puis en intelligence artificielle. Et ce rassemblement de compétences, ça mène à WineSpace qui développe des technologies d'aide à la vente pour les vendeurs de vin. On va venir aider les vendeurs de vin à mieux conseiller leurs clients sur leur point de vente. On va les aider à mieux piloter leur activité, et puis en pilotant mieux son activité, on va les aider normalement à accroître leurs ventes. Ces technologies, aujourd'hui, on les destine principalement à la grande distribution pour deux raisons. C'est le premier vendeur de vin en France, 8 bouteilles sur 10 sont vendues par la grande distribution, et puis c'est un modèle où il y a énormément de références, où il n'y a pas de conseils, et où du coup, où nos technologies trouvent tout leur intérêt. Cette technologie, finalement, c'est une solution 2 en 1, avec premièrement un outil de conseil, un conseiller digital, qu'on va venir déployer dans le rayon vin du vendeur, qui va être accessible par le consommateur grâce à son smartphone. C'est une web app, donc il n'y a pas d'application à télécharger, et ça va être connecté à la gamme du vendeur. Ce conseiller digital, il utilise l'intelligence artificielle pour venir mimer les experts du vin. On va venir mimer le caviste, on va essayer de mimer le sommelier, on va mimer l'œnologue pour essayer de proposer un conseil qui soit de la qualité de ce que pourrait faire un expert humain dans le rayon, tant au niveau de la pertinence de la recommandation que de l'expérience qu'on va vouloir proposer. Et ce conseiller digital, son premier objectif, c'est de capter, de comprendre le besoin client, comprendre ce que veut le consommateur d'un point de vue technique, la couleur du vin, la région, etc., mais également des dimensions plus personnelles à l'acheteur de vin, dans quel contexte il achète du vin, avec quel objectif, quelle est sa personnalité, tout ce qui va finalement rentrer en compte dans la décision d'achat. Donc tout ça, on va l'enregistrer, on va le collecter, et on va faire remonter ça au vendeur à travers son outil de pilotage, et on va lui permettre, in fine, de mieux connaître les attentes de ses clients, d'identifier les tendances de consommation et d'optimiser son activité, d'optimiser la performance commerciale de son rayon vin. Donc une fois qu'on a dit ça, on comprend un petit peu mieux cet axe du conseil digital. Et quand on dit réinventer le marché du vin, c'est-à-dire qu'on part d'une situation initiale que je vais vous détailler rapidement ici et qui surprendra sûrement personne. Mais le vin, c'est un domaine qui est complexe. Les consommateurs sont pour la plupart perdus et qui est très spécifique, c'est-à-dire qu'on ne vend pas une bouteille de vin comme on vend un produit de grande consommation. Autour du vin, il y a un imaginaire, autour du vin, il y a une histoire, il y a des traditions, il y a un terroir, il y a des hommes, et tous ces éléments vont rentrer en compte dans le choix d'un vin et vont influencer le consommateur. D'un point de vue producteur, on peut dire qu'on a plus aujourd'hui d'agriculteurs encore que de marketeurs. On a des gens qui sont plutôt techniques sur la production de vin et qui ont moins de compétences, moins d'appétence pour le marketing. Et tout ça, ça va avoir une influence sur le type de produits qui vont être mis en marché et ce qu'on va proposer aux consommateurs. D'un point de vue marché, on peut dire qu'il est toujours ancré dans ses traditions, construit autour du produit plutôt qu'autour du consommateur. On va d'abord s'intéresser au produit, on va essayer de le vendre au consommateur plutôt que de s'intéresser au consommateur et d'adapter les produits à ses besoins. Et enfin, on a des métiers qui sont peu digitalisés, un secteur qui a une digitalisation lente et tardive. Et du coup, à partir de ce constat, comment, grâce au conseil digital, on va pouvoir aider le marché, le vendeur de vin à se réinventer. Donc le premier aspect, c'est sûrement le plus évident, c'est réinventer l'expérience client en magasin. On a des consommateurs, comme j'ai dit, qui sont perdus face au linéaire, face à l'absence de conseil, face au manque d'informations. Et donc, avec ce conseil digital qui, grâce aux nouvelles technologies et à l'intelligence artificielle, commence à être de plus en plus pertinent, on va pouvoir lui simplifier la vie, on va pouvoir lui donner les clés pour qu'il puisse choisir par lui-même, on va pouvoir lui donner confiance
on va transformer un achat qui est plutôt angoissant aujourd'hui en un achat plaisir, et avec un consommateur qui sera fier de poser la bouteille qu'il aura dénichée sur la table de ses convives. Et puis enfin, on va mettre fin normalement aux longues minutes de doute face au linéaire. C'est notamment vrai donc pour le supermarché. Le deuxième aspect, c'est la valorisation des produits. Aujourd'hui, on a des produits qui n'ont pas forcément une grande notoriété, qui ne sont pas forcément très bien marketés et qui ne se vendent pas sans prescripteur. Et donc, grâce au conseil digital, on va pouvoir mettre en avant ces produits et faire en sorte qu'ils soient plébiscités par les consommateurs. On va également faire en sorte que l'étiquette et le prix ne soient plus forcément les seuls critères d'achat de vin. On va amener de la pédagogie, on va amener des informations, du conseil, et puis tous ces éléments vont être pris en compte par le consommateur pour choisir son vin. Et enfin, on va vouloir mettre en valeur aussi la richesse et la profondeur de la gamme de vins. Moi, je me balade souvent dans des supermarchés, du coup, et je suis toujours impressionné par les bouteilles qu'on peut trouver dans des petits supermarchés qui, bien souvent, sont des bouteilles qu'on n'imaginerait même pas trouver forcément chez un caviste. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est réinventer la connaissance marché. Comme on l'a dit, ce conseiller digital, il va venir capter le besoin client, capter de manière fine l'intégralité du besoin. Et donc tout ça, on va le collecter, l'enregistrer. On va pouvoir le fixer dans le temps. On va savoir à quel endroit ce besoin a été exprimé. Et toutes ces données, on va venir les analyser. On va venir comprendre finalement le besoin client de la manière la plus fine possible, comprendre ce que veulent mes clients, ce qu'ils recherchent, comment ils choisissent du vin, ce qui les influence. Donc tout ça à l'échelle d'un point de vente, mais également à l'échelle d'un bassin de consommation, d'une région, on peut même imaginer de la France si on est présent dans un certain nombre de points de vente. On peut également imaginer mieux comprendre les tendances de consommation anticipées. Donc toutes ces informations, elles font la transition avec le troisième point que je voulais aborder, c'est que grâce à ces informations, on va pouvoir aider le vendeur de vin à réinventer son métier. Aujourd'hui, on a des vendeurs de vin qui sont essentiellement guidés par l'expérience, par l'intuition et leur sensibilité. Des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de données sur lesquelles ils peuvent s'appuyer. Et donc, on va leur amener ces données et on va pouvoir les aider à prendre des décisions qui soient un peu plus objectives, un peu plus factuelles. Notamment sur la construction de la gamme, avec une gamme qu'on va vouloir un peu plus équilibrée et adaptée à sa clientèle, on va sûrement se rendre compte que mettre 60 références de Bordeaux à 5 € avec une étiquette traditionnelle dans son rayon, ce n'est pas une bonne idée parce que tous ces produits se cannibalisent, répondent aux mêmes besoins et qu'on devrait plutôt ouvrir sa gamme à d'autres types de produits qui sont plébiscités par sa clientèle. On va peut-être même se rendre compte qu'avec une seule gamme de vin, on n'est pas capable de s'adapter aux tendances de consommation et à la saisonnalité, qu'il va falloir penser plusieurs gammes de vin au cours de l'année pour répondre à ce besoin. Enfin, on va accompagner le vendeur de vin dans ses actions commerciales. On va lui donner des informations pour qu'il puisse décider quand mettre en avant ses produits, quand déstocker ses produits au bon moment, quand animer ou comment animer de la meilleure façon son rayon, et puis anticiper tout ça, anticiper la saisonnalité et les tendances de consommation. Le dernier point, réinventer la relation client. Dans un point de vente sans conseiller, aujourd'hui, il y a une relation client qui est quasi inexistante. Grâce, encore une fois, aux données qu'on va pouvoir collecter sur ces clients, on va pouvoir permettre au point de vente d'abord de leur parler d'une manière qu'ils vont comprendre, d'adapter son marketing, d'adapter sa communication, mettre en avant les bons arguments auprès des clients, s'adapter à leur connaissance en vin, s'adapter à leur vocabulaire. Et si on arrive à aller plus finement dans la relation client, à identifier à travers le conseiller digital tel ou tel client, on va pouvoir personnaliser cette relation et puis s'adapter à chaque consommateur, recommander des vins spécifiquement au goût de ce consommateur, l'inviter à des événements exclusifs, lui proposer des promotions personnalisées et puis mettre en place tout un travail de fidélisation. Simplement pour conclure, du coup, aujourd'hui, on a des consommateurs et des modes de consommation qui évoluent, mais un constat qui reste sensiblement le même. On a des consommateurs qui sont perdus. Et donc, nous, on est convaincus que le conseil digital peut être un véritable atout pour le consommateur, mais j'ai envie de dire également et surtout peut-être pour les vendeurs. Et si je devais ouvrir un petit peu plus cette conclusion sur quelque chose de plus générique, on a vu que la crise du Covid a soulevé le manque de digitalisation des acteurs et du secteur du vin. Évidemment, nous, on est convaincus que les startups, notamment celles de la WineTech et notamment les startups françaises, peuvent aider ces vendeurs de vin.
Il y a énormément de choses encore à inventer et attention à l'intelligence artificielle, au big data. C'est des choses qui vont vraiment changer nos métiers de demain, changer la manière dont on vend, dont on crée la relation client. Et même si c'est obscur pour beaucoup d'entre vous, ça vaut le coup de s'y intéresser. Voilà pour moi. Donc, j'ai essayé d'être assez succinct. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas à les poser dans le chat. Et je serai ravi de Sylvain, c'est le cas. Il y a déjà des questions. Effectivement, 2 questions. Quels sont vos clients types? Alors aujourd'hui, nous, la solution, on l'a pensée pour les acteurs de la grande distribution, pour les supermarchés, pour justement ces points de vente qui sont l'archétype des points de vente angoissants pour le consommateur et quand on creuse un peu aussi des points de vente qui finalement n'ont pas tant de données que ça et qui gèrent leur rayon 20 comme ils gèrent tous les autres rayons sans véritable connaissance, sans données, etc. Donc d'abord et avant tout, on se focalise sur les supermarchés, la grande distribution, et on a commencé aussi des partenariats avec de l'événementiel, avec les salons de producteurs, qu'on peut comparer finalement à un grand salon, enfin un grand supermarché, mais au lieu d'avoir un seul rayon, ben, on a plein de vins disséminés, mais on ne sait pas vers qui se tourner. Et ben nous, on accompagne les consommateurs à l'entrée du salon, ils nous expriment leurs besoins, ils nous expliquent ce qu'ils veulent, au niveau de l'histoire du producteur, au niveau de ses valeurs, au niveau du goût du vin. Et nous, on va l'orienter sur ce lieu de vente, sur ces salons, pour trouver la bonne bouteille. Ok, une question encore. Je vous laisserai répondre peut-être à celle concernant la RGPD, savoir si vous étiez compatible. Vous pourrez répondre en direct par l'onglet questions. La dernière, c'est effectivement, est-ce que on doit vendre du vin comme tout autre produit? C'est l'avis de la personne qui questionne. Déjà laisser parler les consommateurs et ne pas être imbu de connaissances. Est-ce que votre système a accès à la carte de fidélité database de votre client pour ce qui concerne la GD? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un lien effectivement entre votre application, votre outil et le système de carte de fidélité du... Alors aujourd'hui, non, on n'est pas connecté au système informatique ni à la carte de fidélité ni au système informatique de la grande distribution parce que c'est des processus qui sont très longs, qui sont très, très coûteux et très exigeants, notamment en temps. Si on veut déployer des choses rapidement, ben, il faut un petit peu se débrouiller sans les départements informatiques de ces gens-là. Mais l'objectif à terme, évidemment, c'est de pouvoir croiser ces données, de pouvoir faire remonter les données qu'on a au magasin, qu'il puisse les croiser avec les données qu'il a de son côté, et puis que ben, tout ça alimente la connaissance consommateur. Super, merci. Bon, il y a une question sur l'intelligence artificielle. Est-ce qu'elle peut se substituer au conseil passionné de l'homme? Je vous laisserai y répondre ultérieurement. Voilà. En attendant, on va accueillir Sophie de Maïwa. Merci beaucoup, Sylvain. Et merci Gilles, merci à tous. Bonjour. Donc, Sophie. Bonjour. Oui, Gilles, merci. Je vous passe la parole et je vous laisse parler. Voilà. Merci, Gilles. Merci de m'accueillir. Merci au Vinitic, à Laurent et à Gilles de m'accueillir. Alors, moi, je vais vous parler. Alors, hop, voilà. Moi, je vais vous parler de notre innovation. C'est un bar à vin qui est connecté, éco-responsable et made in France. Moi, je m'appelle Sophie Blum, je suis la présidente et la cofondatrice de Maïwa. Et voilà, on a fait 3 ans de développement, on a fait le POC technique de la machine, on était en plein lancement en 2020, et du coup, cette année 2020 devient une année de test and learn. Alors, pourquoi on s'est intéressé à ce marché? Le vin au verre, c'est plus une tendance, c'est un fait partout, dans tous les restaurants. Alors, notre produit s'adresse vraiment aux cafés, hôtels, restaurants, tout ce qui est B2B. Donc, le vin au verre, c'est plus une tendance, c'est un fait. Tous les restaurants proposent du vin au verre. 60% de la consommation de vin dans les cafés, hôtels, restaurants se fait au verre ou en pichet. Et les moments de consommation, ils ont un peu évolué. Avant, il y avait vraiment centré autour du repas. Maintenant, il y a de plus en plus
apéritif, after work, etc. Et les Français, dans une étude, montrent qu'ils préfèrent aujourd'hui prendre un verre de vin plutôt qu'une bouteille, et ça, quel que soit l'âge. Et c'est important parce que les moins de 25 ans plébiscitent encore plus le vin au verre, puisqu'ils sont 77% à le préférer à la bouteille. Donc, il y a 2 points qui sont vraiment importants. C'est que le vin au verre, c'est le mode de consommation aujourd'hui le plus dynamique, à la fois en volume, mais aussi en valeur. Et c'est un service, quand vous regardez ce qui se passe au restaurant, qui est resté très traditionnel, qui est principalement centré sur la bouteille. Nous, on a voulu repenser entièrement le service du vin au verre pour l'automatiser, le moderniser et faire en sorte que ce soit un produit qui soit vraiment dans les nouvelles tendances et en phase avec notre époque. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a voulu que ce produit soit éco-responsable. C'est un peu un écosystème vertueux avec bien sûr le service parfait. Alors le service parfait, pour nous, c'est que chaque vin est servi à sa juste température. Et c'est un produit qui est entièrement connecté. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail de ce triptyque de Maïwa. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a des éco-recharges, une machine, c'est un bar à vin connecté Edgar, et une plateforme digitale. Tout ça, c'est made in France. On avait le choix de partir à l'étranger, très très loin, pour fabriquer la machine. Notre volonté, c'était que ce bar soit made in France, et c'est le cas. Alors, je vais commencer par les éco-recharges. Donc, on ne les a pas du tout inventés. C'est une solution qui existe, qui est développée par Smurfit Kappa, vous devez connaître. C'est vraiment un classique, entre guillemets, de l'emballage. Nous, on l'a choisi parce que c'est celui qui a une empreinte carbone qui est bien plus inférieure à celle d'une bouteille, 5 fois. Le poids et l'encombrement, bien sûr, de ces éco-recharges est bien plus vertueux que la classique bouteille. Si vous voyez la photo en bas, pour 20 bouteilles, on a 3 packs. Et une fois que c'est vide, j'en ai un sous les yeux. Voilà, ça, c'est l'équivalent de 6,7 bouteilles une fois que c'est vide. Et la conservation, c'est très important parce que notre machine, elle se soucie énormément de la qualité. C'est jusqu'à 8 semaines après ouverture, sans oxydation et sans besoin de rajouter du gaz alimentaire. Et ça se vide jusqu'à la dernière goutte. Donc, on n'a pas du tout de gaspillage, on n'a pas de vin oxydé, on n'a pas de vin bouchonné et la qualité du vin, elle est parfaite. Alors, dans notre machine, on a 3 packs, 3 éco-recharges de 5 litres. C'est très simple, c'est aussi simple d'installer une éco-recharge que d'ouvrir une bouteille. Et 3 packs, ça équivaut à 20 bouteilles. Alors, la machine, donc je vous ai dit 3 ans de développement, une machine connectée. C'est à peu près la taille d'un mini frigo. Il y a juste besoin d'une prise électrique et d'une connexion Wi-Fi pour le faire marcher. Et la grande nouveauté et la grande difficulté qu'on a eue, ça a été de servir le vin immédiatement à sa bonne température et en continu. C'est-à-dire que vous pouvez passer il y a 3 vins qui sont dans la machine, vous avez juste un clic à faire et le vin coule parfaitement à la bonne température immédiatement et vous pouvez servir plusieurs vins. Chaque vin sera servi à sa bonne température. Ce n'est pas un frigidaire, c'est un système qui met à température ce qu'on sert. Donc, que le vin soit proposé à 10, 15, 20 degrés, ce qui est important, c'est que le producteur inscrit une fiche où on a la température idéale, on fait le clic et le vin, il coule à bonne température. Et en plus, on a fait cette machine pour donner une liberté de service. Cette machine, elle peut être soit derrière le comptoir, dans un restaurant, soit vous pouvez le mettre en libre service. D'ailleurs, c'est une des tendances fortes, on s'aperçoit aujourd'hui, le libre service, c'est-à-dire qu'on peut se lever, on va servir de son verre de vin, on va s'asseoir, on n'est pas obligé de lever le bras et attendre que quelqu'un vienne nous servir. C'est un autre mode de consommation, c'est un autre mode qui est beaucoup plus fluide et qui correspond à vraiment une tendance, en tout cas des jeunes, des after-work, etc. C'est quelque chose que nous, on a vécu vraiment en test and learn cet été. Vraiment, c'est une tendance qui est très forte. Alors nous, on a des cartes prépayées et ces cartes prépayées nous permettent voilà, de vérifier que le consommateur, c'est pas un mineur et qui peut se servir en toute légalité.
Je vais faire un petit focus sur l'écran digital. Donc, nous, on propose verre ou pichet ou 2 verres, vous faites ce que vous voulez quand vous êtes le gérant de l'établissement. Mais vous pouvez cliquer sur l'étiquette, etc. Et vous avez toutes les informations sur les vins. Donc, c'est une fiche technique qui est fournie par le producteur de vin. Et on peut aussi rajouter des vidéos, etc. L'idée, c'est de servir le vin absolument parfaitement, donc à la bonne température, mais aussi en délivrant toutes les informations qui sont nécessaires pour savoir exactement ce que le consommateur boit. Ça peut même être un outil un peu interactif avec le consommateur qui va regarder directement sur la machine ce qu'il est en train de déguster. Et enfin, la plateforme digitale, ça permet de piloter un peu les ventes. Donc, l'esprit, c'est qu'on a un serveur qui référence à la fois les clients, les vins, les éco-recharges, les machines. Et ça permet d'avoir à la fois une vision en temps réel des consommations qu'on peut avoir par an, par mois, par semaine, par jour. On a des datas pour tout, c'est-à-dire quel vin a le plus de succès, à quel moment de la journée, de la soirée, la consommation est-elle la plus élevée. Et en plus, ça nous permet pour l'établissement, une fois que le pack est vide, de pouvoir envoyer des alertes pour remplacer l'éco-recharge. Voilà, j'ai essayé d'être assez rapide. Ça, c'est les contacts si vous souhaitez me contacter. Et puis quelques photos avec la machine qui est en place, sachant qu'aujourd'hui, on a fait pas mal de pilotes. On était en phase de commercialisation, mais bien sûr, avec ce Covid, on se prépare pour la reprise, voilà. Mais pour vous donner quelques chiffres, par exemple, au Galeries Lafayette, sur 14 semaines, on a fait 3000 services, 50% de verre et 50% de pichet. Ça équivaut à 750 litres de vin consommé. C'est 150 éco-recharges de 5 litres. C'est l'équivalent de 1000 bouteilles. Donc, je ne sais pas si vous imaginez 150 éco-recharges comme ça versus 1000 bouteilles. En termes de stockage, en termes de déchets, etc., ça n'a plus rien à voir. Super, merci. Merci beaucoup, Sophie. 2 questions. D'abord, une précision. Évidemment, on avait souhaité d'abord, comme on le faisait d'habitude pour les vignétiques, on préfère les faire en présentiel parce qu'il y a un petit cocktail derrière qui permet d'échanger les cartes, de discuter, etc. Évidemment, c'est pas possible. On avait ensuite imaginé, sur une idée de Sophie d'ailleurs, de faire un showroom le lendemain, c'est-à-dire demain, dans un bar à vin ou un restaurant de Bordeaux, où vous auriez pu découvrir d'une part Edgar, mais aussi les autres produits que vous avez pu voir aujourd'hui. Mais ça a été là aussi un peu compliqué à organiser et ça n'était plus possible. Voilà, donc peut-être que quand on sera, enfin peut-être j'aimerais que quand on pourra à nouveau organiser des vignétiques de manière visuelle, même si c'est sur un autre sujet, bien on demandera à Maïwa ou à d'autres startups qui sont intervenus aujourd'hui de venir avec leurs objets pour que vous puissiez les voir, les toucher et les utiliser. Voilà. Les questions, il y en avait 2. La première, évidemment, traditionnelle, c'est le coût ou le prix. Voilà. Alors, pour l'instant, on a fait des pilotes payants et sinon, on a commencé à signer des premiers contrats. C'est des contrats de location en leasing. Mais vraiment là, on est en train de travailler cette partie. Mais voilà, on fait pour l'instant des pilotes qui sont payants. D'accord. Donc, à discuter, si vous êtes intéressé, discutez avec Sophie pour en savoir plus sur le système de prix. Votre système semble peu adapté aux grands crus. Alors, c'est effectivement, nous, on est sur des vins au verre qui sont vendus entre 3 et 8 euros. Vraiment, l'idée, c'était de rendre plus pratique, accessible, etc., de ce vin. Et puis, d'être sûr qu'à chaque fois que la machine soit placée à Paris, à Londres, enfin, peu importe, vous appuyez sur le bouton, vous avez le vin qui est servi dans de parfaites conditions, c'est-à-dire bon dosage et bonne température, bonne conservation, avec toutes les informations. Mais effectivement, c'est pas des vins c'est pas des grands vins, c'est des vins de consommation courante. Mais ce qui était votre idée d'ailleurs, puisqu'il existe des systèmes pour les grands crus avec les armoires pneumatiques et compagnie. Exactement. Par rapport aux onomatiques, c'est vrai que là, c'est des bouteilles, etc. Nous, on est vraiment sur
on recentre la consommation sur 3 vins, puisque notre machine propose 3 vins. Bien sûr, on peut avoir deux machines et du coup, ça fait 6 vins. Mais l'idée, c'était vraiment de pouvoir servir 150 verres en 1 heure sans avoir ni de rupture de service et en gardant une qualité irréprochable au vin. On est sûr que Sophie, pour garder le timing, parce qu'il y a beaucoup de questions, donc je vous laisserai y répondre dans l'onglet questions. Donc vous y allez, vous pouvez répondre. Il y en a une peut-être parce qu'il y en a deux qui se rejoignent un peu. C'est combien de vins disposez-vous en éco-recharge, ou autrement dit, est-ce que vous n'êtes pas limité par le nombre de domaines qui peuvent fournir leur vin en éco-recharge? Comment vous fonctionnez par rapport à ces éco-recharges? On n'est pas du tout limité puisque les éco-recharges, c'est un système Smurfit Kappa que vous devez vraiment connaître. C'est un produit standard du marché. Oui, c'est du bag-in-box, oui. C'est un peu comme du bag-in-box, oui. Sauf qu'il n'y a pas de carton et que c'est ce qu'on appelle des push-up. Et on est en train de travailler avec Smurfit Kappa pour que ces éco-recharges soient encore plus éco-responsables, c'est-à-dire ils sont en train de travailler sur un système qui va être vraiment avec un système de recyclabilité encore plus important. Mais ce que je voulais dire, c'est que voilà, c'est des machines, on peut aller à la propriété avec un camion usine pour mettre n'importe quel vin dans ces éco-recharges, ou bien il y a même des sites de production. Il y a Paul Sapin, il y a il y a beaucoup de domaines, et Advini, notre partenaire vin aujourd'hui, a bien sûr un système, c'est une usine pour conditionner le vin dans ces éco-recharges. Ce qui est important de savoir, c'est que nous, on appose les éco-recharges, on n'y est pour rien, on a juste choisi cet emballage qui est standard du marché, mais on appose une puce NFC qui rend le système propriétaire et qui permet de faire une traçabilité, de connaître exactement quel vin est intégré dans la machine et de suivre les consommations de ces vins. Voilà, donc nous, ce qu'on apporte, c'est la puce NFC qui est enregistrée dans notre serveur, ainsi que tous les vins qui sont dans notre serveur. Et juste pour terminer, comme c'est un système qui est vraiment très vertueux, qu'on essaye de décarboner, made in France, les vins qui sont proposés aujourd'hui sont plutôt des vins bio. On a un vin rouge, un vin blanc et un vin rosé bio. Et bien sûr, à chaque fois, c'est plutôt des vins, dans cette première partie en tout cas de commercialisation, qui sont inscrits dans notre écosystème. Merci beaucoup Sophie. Je vous laisse répondre aux autres questions dans le module, dans l'onglet qui est prévu pour ça. Et merci beaucoup. À très bientôt. Gilles. Merci à tous. Et alors maintenant, il nous reste la dernière partie de cette édition des Vinitiques, puisque à chaque fois qu'on organise une édition des Vinitiques, on organise ce qu'on appelle des speed vitrines, c'est-à-dire que lors de l'inscription, on laisse une petite case disponible pour que des personnes qui auraient des projets, des entreprises qui proposent des solutions en lien avec la thématique du jour, puissent se candidater, dire écoutez, moi je lève le doigt, j'ai quelque chose à dire en rapport avec le sujet, parce qu'évidemment on ne peut pas parler de tout le monde, on ne peut pas faire intervenir tout le monde, surtout quand les sujets sont très vastes, et on se sélectionne un peu pour éliminer les sujets qui sont complètement en dehors des clous, et on leur offre la possibilité en 2 minutes, montre en main, 3 minutes pardon, c'est 3 minutes montre en main, selon le nombre c'est 2-3 minutes, 3 minutes montre en main, de vous présenter leur solution. Voilà, donc là, on va commencer par LuxLingua. Jade va vous présenter ça. Je vous demande de respecter les 3 minutes. Parce que d'habitude, on coupe le micro quand on est en physique. Là, ça serait dommage de vous faire disparaître violemment. Donc, merci de respecter les 3 minutes. Allez-y, c'est à vous. Je chronomètre. Très bien, merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Jade Bayo. Je suis assistante commerciale chez LuxLingua. Donc, laissez-moi vous présenter l'entreprise, ses services et notre nouveau projet d'innovation disponible prochainement. Donc, LuxLingua, c'est une agence de marketing innovant située à Jarnac en Charente, au plus près de sa clientèle principale, les entreprises de vin et spiritueux. Mais elle travaille aussi avec le monde du luxe, de la technologie et des cosmétiques. Donc, cette agence spécialiste du langage et de l'international, créée par 2 linguistes, met en avant votre marque avec pour matière première les mots comme les images. Donc, l'équipe LuxLingua vous aidera à développer une stratégie de marque complète avec logo, naming, branding, storytelling et charte graphique. Nous pourrons créer avec vous des supports de communication adaptés, donc brochures, vidéos ou bien flyers.
Nous vous aiderons aussi à designer des expériences en réalité augmentée sur mesure pour raconter l'histoire de votre marque à vos clients. Et bien sûr, nous vous proposerons aussi de la traduction grâce à une équipe externe de professionnels du monde entier. Donc, comme je vous l'ai annoncé précédemment, LuxLingua lance une innovation destinée au monde des vins et spiritueux très prochainement, le 7 décembre, après le succès de l'expérience Project Star, dévoilée en exclusivité au CES Las Vegas 2019. LuxLingua innove à nouveau. Et je vous laisse découvrir le... Ah. Je vous laisse... Voilà, donc vous venez de découvrir le teaser. Donc son nom est Exemplar. Le 7 décembre, vous pourrez découvrir Exemplar qui vous permettra à vous, les marques, de créer en temps réel une expérience en réalité augmentée gratuite. Donc le but est de vous démarquer et d'animer vos packaging en racontant votre histoire. Pour ce faire, rien de plus simple. Vous pouvez composer vous-même facilement une expérience en réalité augmentée de haute qualité sur notre plateforme en ligne qui est disponible directement sur les principaux navigateurs Internet. Aucune application n'est nécessaire pour une utilisation la plus simplifiée et la plus accessible. Donc, cette expérience a de nombreux avantages pour vous, mais aussi pour vos consommateurs. L'utilisateur final est plongé dans un univers au cœur des arômes et de la marque pour renforcer l'expérience client et le lien entre le consommateur et le produit. Donc, le consommateur participe grâce à votre marque à une expérience distrayante et esthétique et mémorise bien votre produit. Donc, si vous êtes intrigué et intéressé, il faudra patienter jusqu'au 7 décembre pour découvrir pleinement Exemplar. En attendant, n'hésitez pas à contacter LuxLingua pour un accompagnement et des solutions marketing adaptées à vos projets. Merci beaucoup. Merci Jade et bravo pour avoir respecté le timing, c'est super. Du coup, je passe la parole pour une deuxième intervention à Ben Kennedy de la société e-Provenance. Donc, même combat, vous avez 3 minutes, montre en main. Je vous laisse la parole, à vous. Merci beaucoup et bonjour à tout le monde. e-Provenance, nous sommes une société franco-américaine avec pour mission d'assurer que chaque bouteille de vin arrive jusqu'au consommateur dans la meilleure condition possible. Nous utilisons des capteurs réutilisables et à batterie longue durée pour récupérer des données sur les conditions de transport et de stockage, température, hygrométrie, géolocalisation, et nous les analysons afin de montrer si et à quel point la qualité du vin a été impactée. Cette analyse est basée sur des recherches scientifiques approfondies menées par e-Provenance il y a plus de 10 ans avec des laboratoires d'œnologie. Nous avons formulé donc un algorithme qui délivre ce que nous appelons le score e-Provenance, qui est unique pour chaque expédition et qui se montre sur une échelle de 0 à 100. Un vin qui arrive dans exactement la même condition qu'avant son départ aura un score de 100. Plus la qualité est impactée, plus le score sera érodé. Tout score en dessous de 80 signifie que la qualité du vin a été impactée de façon grave et que tout consommateur, averti ou pas, va voir des différences majeures entre les deux. Changement de couleur, perte de fraîcheur, parfums et saveurs indésirables par exemple. Comparez, s'il vous plaît, si vous avez le PDF sous les yeux, les deux courbes à droite. Elles se ressemblent beaucoup à première vue. Et un être humain va avoir du mal à discerner les différences. Pourtant, l'une, celle du haut, est bonne. Le vin est apte à boire, malgré quelques petits effets. Le trajet là a eu un score de 92. C'est très bien. L'autre courbe, pourtant, est mauvaise. Et ce vin, s'il était mis en marché, aurait probablement un impact très négatif sur l'image de la marque. Dans le cas d'un soupçon d'un problème qualitatif, le score e-Provenance enlève la nécessité d'échantillonner et de déguster les marchandises, qui seront peut-être à l'autre bout du monde. De plus, dans les cas de litige, où la question se pose sur la responsabilité pour le trajet, les rapports e-Provenance sont reconnus par des maisons d'assurance et des tribunaux. Les simples données elles-mêmes ne racontent jamais la même histoire et ont tendance de poser plus de questions que de solutions dans notre expérience.
La qualité de transport est mise en question dans les deux cas aussi. La maîtrise du transport se voit dans les courbes, avec le contrôle des températures à tout moment, avec une ligne plate, ce qui est relativement simple dans un conteneur qui reste... Ben, vous avez utilisé vos 3 minutes. Il faut tout de suite conclure. Bien sûr. Par souci d'équité. Un investissement dans e-provenance se justifie en termes d'assurance qualité, mais aussi commercialement, parce que vous avez un double tranchant. Vous allez récupérer toutes les ventes perdues par la mauvaise qualité auparavant. Vous allez récupérer les nouveaux parts de marché en communiquant sur la qualité de votre cycle de qualité. C'est un service qui s'intègre dans votre structure sans aucun problème. Merci beaucoup, Ben. Voilà. Et effectivement, si vous êtes intéressé, on a les coordonnées des intervenants. Voilà. Last but not least, comme on dit, Philippe Hugon pour 20.co. Philippe, bonjour. Et tu connais le principe, mais tu es bien rodé. Je te laisse la parole pour 3 minutes. À toi. Merci beaucoup. Ben oui, on a beaucoup parlé du Covid et c'est un des sujets de ce début d'année qui nous a fait réagir. Le Covid a beaucoup accéléré la transformation digitale, la nécessité, puisque beaucoup de nos clients producteurs de vin se retrouvaient un peu coincés forcément par les ventes en restauration, aussi dans une certaine mesure par les ventes en grande distribution, et donc se sont réintéressés à la vente directe. Et donc, on a fait une grosse évolution cette année en s'associant à un leader du e-commerce qui s'appelle Shopify. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Vinco, je prends juste une petite minute pour vous présenter qui on est. On a été créé en 2014. On est une plateforme qui a pour objectif de faire gagner du temps aux producteurs de vin, de les aider à accélérer leur transformation digitale. On a aujourd'hui un peu plus de 3400 producteurs en France qui utilisent cette plateforme. Des producteurs qui sont des vignerons, des coopératives, des négociants. On a aussi des interprofessions comme le syndicat général des vignerons, Interrhône, le BIVB, qui utilisent notre plateforme pour accompagner leurs adhérents. Comme vous le voyez sur l'écran, en partant de la gauche jusqu'à la droite, ces différentes applications qu'un producteur de vin va pouvoir utiliser une fois qu'il a saisi toutes ses fiches produits sur son compte Vinco. Donc, ça peut lui permettre de créer, vous le voyez à gauche, la fiche produit PDF, un présentoir de dégustation, l'authentification de ses bouteilles, que ce soit par QR code, barcode ou reconnaissance visuelle, de créer son catalogue Internet produit pour centrer sa présentation sur Internet sur son portfolio, et des applications avec des services qu'il a peut-être déjà créés par ailleurs, comme un site Internet sur WordPress, une fanpage sur Facebook, et c'est le scoop de ce speed vitrine, qui est la boutique Shopify. Et le gros intérêt en fait de la plateforme Vinco, c'est que vous saisissez en tant que producteur une fois une information nouvelle sur votre fiche produit et automatiquement, ça va mettre à jour votre PDF, votre présentoir, votre catalogue Internet, votre connaissance de bouteilles, le site WordPress, le Facebook et Shopify. Shopify, pour faire très court, je vous encourage à aller à l'adresse shopify.fr/20-co. Vous profiterez d'une offre de 14 jours d'essai gratuit. Shopify, c'est une plateforme magnifique pour développer vos ventes en ligne. Vous avez le choix de magnifiques design. Toutes les fonctionnalités sont là. Ça coûte 29 $ par mois avec 2% d'intéressement. Et l'application Vinco coûte 24,99 $. Si vous êtes abonné Vinco, l'application Vinco pour Shopify vous est offerte. Je vous encourage vivement à l'essayer. En même pas 48 heures, vous pouvez être en ligne, développer vos ventes directes en livraison à domicile ou en click and collect. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat ou dans l'interface à m'en poser ou adresser un email sur contact@20.co. Je vous remercie. Merci Philippe, bravo, tu es quasiment parfait. Et donc c'est des speed vitrines, hein, c'est pas un speed dating, même si ça peut se transformer en speed dating. Voilà. C'est mon souhait le plus cher. Je te remercie.
Très bien. Bah, écoutez, voilà, je crois qu'il est temps de conclure, effectivement, de remercier tous les intervenants d'avoir participé et évidemment de remercier les participants pour votre attention. On est un peu moins nombreux qu'au début, on est un peu plus de 80. Je crois qu'on est monté jusqu'à 150, quelque chose comme ça, donc c'est très bien. Comme on vous l'a dit, on aura un lien vers le replay dans quelques jours, ce qui vous permettra de regarder tranquillement à nouveau si vous le souhaitez, ou surtout de faire partager à ceux qui n'auraient pas pu y assister. Je remercie aussi bien sûr les 4 organisateurs, donc Innova bien sûr, mais enfin je vais pas me remercier, Unitech, la Technopole Bordeaux-Montesquieu et Digital Aquitaine, et puis la WineTech pour nous avoir aider sur l'organisation de cet événement. Voilà, bonne journée à tous et rendez-vous pour les 20e Vinitech en mars. Oui, Laurent, tu voulais dire un mot? Voilà. Je voulais juste vous remercier. Merci encore. Très bel événement. Et on a eu beaucoup de monde et plein de questions, une belle interaction. Merci et bravo. Bonne fin de journée à tous et comme on dit en ce moment, portez-vous bien. Voilà.